Bonsoir et bienvenue dans Dragon Ball Cast, votre podcast sur Dragon Ball. Ce soir, c'est une émission un peu particulière puisque ça sonne le retour du grand Mizu. Salut à toutes et à tous. Nous avons également Shonen Gohan. C'est moi-même. Et nous recevons un petit nouveau qui va se présenter. Salut. Tu me mets dans l'embarras dès le début. Non, je rigole. Alors, c'est, comment on dit, Ortiasma, c'est ça? Ortiasma, ouais. Ouais, bon, on va t'appeler... L'étymologie est beaucoup trop alambiquée pour que je l'explique maintenant, mais... On va t'appeler Orti, ça te gêne pas? Vas-y, tranquille. On a le droit d'y pousser mémé. Ça pique un peu. Ouin. Et c'est un bide. Et oui. C'est pas grave. Je sais que j'ai du bide, mais bon, quand même. Bref, je note qu'au bout de 2 minutes de carrière dans ce podcast, je me fais déjà vanner. Ah, mais c'est parti. Ça s'appelle le mizutage. Le mizutage. Bah, c'est parti alors. Se faire misuter. C'est normal. Donc, épisode 56 de ce DBcast, nous allons parler d'un arc très très important, tant pour le manga que pour l'animé, c'est l'arc Namek. Ah oui, en figurine aussi si tu veux, mais avant tout, le manga et l'animé. Ne perdons pas les priorités. Tout à fait. Je vous propose de commencer par le commencement, comme disait Gohan tout à l'heure. C'est mieux, parce que commencer par la fin. Voilà, hein. Donc, l'arc Namek, qui veut commencer? Allez, milieu, ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ta voix suave. Ah, suave. Je vais m'approcher du micro comme ça, puis faire un petit côté ASMR dans ce podcast. Je pense que... Non, écoutez, l'arc Namek, c'est un arc que j'apprécie plutôt, parce qu'il signe le retour de quelque chose que je chéris plus que tout dans Dragon Ball, c'est l'aventure, la quête, c'est exactement ça. Et un autre point qui me tient à cœur, mais qu'on voit un petit peu moins dans Dragon Ball, c'est le fait de subsister, de se prémunir de dangereux adversaires contre lesquels il y a absolument, c'est un no match, c'est impossible de gagner. Il y a Dodoria, il y a Zabon, il y a Frieza et il y a Vegeta. Kiwi, je le compte pas, il se fait bolos dès les premières minutes de l'arc. On peut dire qu'il est très déterminant, c'est clair. Voilà, ou dès les premières... Pourtant, il est très puissant, Kiwi, donc on pourrait s'intéresser à lui, je pense qu'on peut le faire par la suite, moi je m'en fous un peu, mais il a en tout cas dit à Vegeta qu'il avait un niveau qui était loin d'être méprisable et plus qu'honorable, puisque Vegeta lui fait la remontrance. T'as arrêté de t'entraîner, moi pas. Oui, de mémoire, il a le même niveau que Vegeta quand il arrive sur Terre. Exactement, donc s'il avait attaqué la Terre, ça aurait été un sacré bordel. Bon, Kiwi. Mais quelque chose qui est cher à mon cœur dans cet arc, c'est le fait de se dissimuler, de se prémunir d'un ennemi contre lequel il n'y a rien à faire et contre lequel la victoire est complètement... c'est même pas inespéré, c'est complètement impossible. Donc ce côté où on s'inquiète un petit peu pour les personnages, ce côté où on doit, on est entre deux feux, est-ce qu'ils vont se faire repérer et devoir se défendre et s'en tirer parce qu'il y aura un événement qui va les sauver, ou est-ce qu'au contraire, ils vont se retrouver face à un ennemi et se faire bolosser littéralement, comme Kiwi par exemple? Est-ce qu'il y aura des victimes en plus que celles qu'il y a eu sur Terre? Cet arc-là, il a cet intérêt-là pour moi, en tout cas quand on le découvre, après c'est plus le cas parce qu'on sait ce qui va se passer, mais quand on ne connaît pas les événements, cet arc il signe ce côté où on peut s'inquiéter pour une fois pour les personnages, parce que leur dernière chance c'est les 7 Dragon Ball, Frieza en a déjà plusieurs, mais pour eux la solution c'est de se dissimuler en attendant l'arrivée de Goku, parce que sans lui ils sont complètement perdus. Voilà. Donc c'est un arc que j'aime pour l'aventure et pour ce côté où on s'inquiète pour les personnages. J'aime aussi parce que Kulilin y est mis en valeur plus que jamais. C'est un leader, c'est vraiment le meneur, c'est celui qui va gérer Bulma, qui va gérer Gohan, c'est celui qui va gérer tout le temps le fait d'avoir une Dragon Ball. Bulma, attention. Il va gérer... aussi, il va gérer Bulma avant Vegeta. Ça, c'est dans un autre type de domaine que je ne maîtrise pas. Et bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, il arrive toujours à garder une Dragon Ball, toujours. Même quand Vegeta obtient normalement la dernière. Il sait que Gohan va en rapporter une et que du coup Vegeta sera pas en possession des 7. Il fait la réflexion à Bulma, il dit oui, mais pourquoi tu l'as donné à la Dragon Ball? Mais tu t'as pas dit que t'avais envoyé Gohan chercher une boule là? Ah mais oui, évidemment. Par contre, faut qu'il se dépêche. Bon, je ne refais pas le dialogue. Mais en tout cas, voilà. On a un Kuririn qui est stratège.
très stratège, très intelligent. Par plusieurs fois, je m'avance, hein, on reviendra sur ces éléments, mais il sauve la vie de Gohan. Il permet à Vegeta de power-up pendant que Gohan est hors course. Non, je pense qu'on a vraiment un personnage qui est un personnage déjà que j'apprécie énormément parmi les terriens et même parmi les personnages en général. Un perso que j'apprécie énormément, qui est bien mis en valeur dans un arc qui a deux spécificités, l'aventure et le fait de se prémunir d'un danger, et le fait qu'on s'inquiète pour les persos, tout ça, ce sont des choses que j'apprécie beaucoup sur cet arc. Après, il y a la transformation, il y a Goku, il y a tout ça. Mais en tout cas, ce sont ces points que j'aime le plus. Voilà. Et Gohan, qui est le Gohan que je préfère, si je devais choisir une période de son existence dans l'arc, enfin dans l'arc, dans Dragon Ball en général, c'est ce Gohan que je préfère. C'est pour ça que j'aime bien cet arc. Là, pour un résumé, je peux pas dire plus. Si je peux rajouter un truc à ce qu'a dit Mizu. Oui, tout à fait. Tu peux demander la permission. T'as parlé du fait qu'il y avait ce retour à la quête, l'aventure, la chasse au Dragon Ball et tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est enrobé dans quelque chose qui vient éteindre l'univers. Parce que c'est la première fois qu'il y a une intrigue qui se déroule ailleurs que sur Terre. Ah oui. Et ça amène aussi les révélations sur le titre même du manga, les Dragon Ball, qui viennent en fait... on découvre les Dragon Ball originels. Mais je suis ô combien d'accord avec toi. Là, vraiment, tu soulèves quelque chose. Je m'étais jamais fait. J'avais jamais poussé le raisonnement aussi loin en me disant tiens, les Dragon Ball sont. À la base, le titre vient des Dragon Ball de la Terre, parce que Toriyama n'avait pas pensé à celle de Namek. Mais si on pousse le raisonnement tel que tu l'as poussé, on va à la genèse du titre de l'œuvre. Parce que la genèse des Dragon Ball, c'est Kami, c'est le fils de Katat, c'est lui qui a créé les Dragon Ball de la Terre, mais c'est un Namek, et on est sur sa planète natale. Donc effectivement, tu as complètement raison, et j'avais jamais poussé le raisonnement aussi loin. C'est ça qu'on oublie d'ailleurs, oui, dans l'arc Saiyan, il y a la grosse révélation que Goku est un extraterrestre, et Kakaoto, etc. Mais il y a Piccolo pense aussi. À ça, mais la grosse révélation, oui, c'est Piccolo. Et je me faisais la réflexion l'autre jour en combat contre Raditz. Mémoire, il garde toujours son couvre-chef. Alors que d'habitude, quand il enlève ses poids, il enlève tout. Contre Raditz, il le retire, le turban. Il le retire ? Oui, effectivement. Ah, donc c'est Raditz alors qu'il connaissait pas les Namek. C'est Raditz qui ne connaissait pas les Namek, tout à fait. Voilà. Donc contre Nappa, quand on apprend que c'est un extraterrestre, là aussi c'est une grosse révélation, quoi. Ouais, là, et puisqu'on parle... On va à ses origines, oui. Puisqu'on parle du côté ressources, jeunesse, tout ça, Stark, je le vois un peu comme une espèce de remake de l'arc, j'allais dire Pilaf, mais plus armé du ruban rouge. Parce que y a ce côté quête des Dragon Ball avec un camp en face qui va essayer de les rassembler en même temps et tout. Mais c'est avec des enjeux et des péripéties qui sont dans la continuité de Z. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec complètement. Pilaf dramatique, oui. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Pilaf, c'était de la recherche de Dragon Ball tournée un peu façon Dr. Slump, avec du gag, avec je te chatouille, je t'enferme dans un cachot, puis un gorille qui sort, enfin, tout était complètement... C'est bizarre comme résumé. Non, mais c'est ça. Hein, oui, je sais. C'est bien dit, je trouve. Je te chatouille, un gorille qui sort, ok. Bah ouais, voilà, non mais c'est ça chatouille Bulma. Bulma a dit mais je croyais que t'allais me faire des choses beaucoup plus horribles, etc. Mais non, mais renvoyez-la, elle est complètement folle, vous voyez, c'est complètement... Toriyama. Elle est obscène. Oui. Même Mai, quand elle va chercher les Dragon Ball de Yamcha, bon, elle se permet des réflexions, elle se fait engueuler après, mais enfin, c'est un manga pour les enfants, qu'est-ce que tu racontes, toi, t'es folle, bon. Donc voilà, effectivement, c'était traité à l'humour. Là, c'est traité de manière beaucoup plus sérieuse. C'est vraiment un Pilaf post-Z, genre, il n'y a plus de petites menaces... De Pilaf, il est pas crédible une seule seconde. Quand tu vois que l'armée du ruban rouge, elle veut rassembler les Dragon Ball pour faire grandir le général rouge. Là, dès le début, dès que Frieza est introduit, on le montre comme un personnage cruel qui... la case où il bute le gosse qui était en train de s'enfuir. Cargo, oui. Ouais, la mise en scène, elle est sans aucun doute. T'es tout de suite dans le bain de sang. Ah oui, il n'y a pas d'échappatoire. Mais le ton est donné, quoi, oui, tout de suite. Exactement, et le ton est donné, comme tu dis, et c'est en cela que j'aime cet arc, parce que là, tu te fais du souci pour la Z-Team, enfin, ce qu'il en reste. Et c'est intéressant de dire ce qu'il en reste, parce que finalement, c'est qui les derniers espoirs? Qui reste-t-il? Krillin, Gohan, Goku? Pourquoi ils viennent, justement? Et justement, c'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça, et s'ils échouent, c'est la fin, quoi.
Donc là, tu te fais du mouron pour eux. Tu dis merde, putain. Plus personne n'utilise cette expression d'ailleurs, mais non, mais tant qu'à faire. L'expression de vieux. Ah là là. Oui, mais c'est le confinement, c'est ça, c'est le confinement. Effectivement, ouais, c'est le plus dramatique qu'il y a eu, je trouve. Ouais, il y a ça et il y a aussi autre chose, c'est que c'est partagé quand même de manière équilibrée avec des notes d'humour. Le Ginyu Tokusentai, il fait du bien à cet arc. C'est clair. Il est introduit de manière flippante parce que Vegeta, il en a une trouille terrible au point de s'allier avec ceux qu'il voulait exterminer quelques chapitres plus tôt. Parce que quand il se fait berner, qu'il sort de l'eau et qu'il pète une colère, je peux te dire que le dernier truc qu'il dit après, c'est si je les retrouve, je les crève. Et en fait, s'il les retrouve, bah non seulement il les crève pas parce qu'il a pas le choix. Donc en fait, on passe d'un Vegeta qui a une haine farouche envers Krillin et Gohan. Et qui pourrait les tuer comme il voudrait. Et qui pourrait tout à fait, comme il l'a fait avec Guldo, ou je sais pas comment il faut dire, voilà, une manchette et c'est fait, c'est plié. Décapité. C'est vraiment un acteur ambigu dans cet arc parce que si c'est pas trop s'il est là en tant que. C'est le troisième camp, lui, en fait. Ouais, il a un peu le cul entre deux chaises, quoi, tu vois. Il est pas encore allié, mais il est pas tout à fait ennemi non plus. En fait. C'est le troisième camp. C'est le troisième camp. C'est le troisième camp, ouais. Et il devient allié par la force des choses. C'est le Rogue Warrior, toi. Ouais, c'est ça, il accomplit sa quête personnelle et finalement... C'est un procédé narratif que j'apprécie chez Toriyama, c'est cette faculté qu'il a de faire comprendre à son lecteur qu'un tel ou un tel est plus puissant, et sans avoir besoin de chiffres, en fait. Quand tu vois comment Vegeta réagit, tu te dis « Ah ouais, ça craint ». Ah oui, il y a des qui arrive, là tu te dis « Ouais, ok ». J'aime beaucoup aussi le passage sur la planète de Kaiyo qui n'est pas dans l'animé, qui n'est pas dans le manga aussi. Pour une fois, Toei a fait quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est quand il s'adresse à Tenshinhan, Yamcha et Chaozu qui fait non mais là, chacun de ces hommes de main de Frieza est un colosse. Ils sont au moins aussi forts que Goku et là non plus, ils sont 5. Ouais. Cette phrase, elle fait froid dans le dos. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Et là, tu les vois faire des pas de danse. Tu te dis, c'est quoi ça? En fait, c'est typique Toriyama. Tu renoues avec Toriyama, tu te dis, voilà, mais il adore des personnages méchants et puis qui sont un peu ridicules en même temps. Même on l'avait avec Virus, quoi. C'est sueur après, c'est fantastique. Et quand tu les vois jouer à pierre feuille ciseaux, alors je suis pas le meilleur chef. Si, vous êtes le meilleur chef. Il parie du chocolat et tout ça. Voilà, ils sont un peu gamins sur les bords. C'est drôle. Moi, ça me tue aussi dans Dragon Ball Kai. Ils ont une insert song inédite, le Ginyu Tokusentai. Ah, elle est géniale. Elle est géniale, celle-là, cette chanson. Et du coup, bon, je trouve que c'est un arc qui est très bien équilibré. Il y a de l'humour, il y a de la légèreté, il y a du drame, il y a l'aventure aussi. Ouais, l'aventure, ce que je disais au tout début, c'est pour moi la quête des Dragon Ball, j'adore ça. L'exploration, bon là, la planète Namek, c'est des îlots, des rochers et de la flotte, mais j'aime beaucoup le paysage. Il y a peut-être beaucoup de power-up excessifs dans cet arc, je trouve. Entre Goku qui multiplie sa force par je sais pas combien en s'auto-fracassant dans son vaisseau. Ouais, c'est le début du mal qu'on a aujourd'hui. Ouais, mais c'est un peu bon, le principe, hein, comme souvent, c'est qu'il faut que le héros, il arrive au niveau du super méchant, parce que sinon, si Goku avait gardé son niveau de la saga Saiyan, Freezer, il aurait fait boue, il serait mort. Quoi. Alors, plus que les power-up, je pense que ce sont les chiffres qui passaient un certain nombre, tu te dis, mais qu'est-ce que... Alors, sa force, c'est de 530 000. 530 000 contre Nail, c'est un peu comme boum, tu vois, ça vient de te tomber dessus, tu te dis, ah ouais, ok. Ouais, donc c'est un peu là aussi à l'arc où il s'arrête un peu avec les chiffres, hein, parce que après. C'est le dernier chiffre qui est donné dans le manga. Non, 1 million, c'est donné 1 million. Ah oui, 1 million. C'est Freezer deuxième fois. Ouais, mais plus d'1 million même. Ça, c'est une estimation. Non, il va au-delà. Ma force est sûrement au-delà d'1 million. Justement, c'est le plus gros power-up, c'est quand même Piccolo, je trouve. Bien sûr. Après, le truc qui moi me choque dans l'arc Namek, c'est Vegeta. Contre Rikum, il se fait lamentablement tanner. Il porte pas un coup efficace. Rikum se relève. C'est un mur, il a pas bronché, il est pas fissuré. Et puis le sang, il a plus de Chico, il a plus de cheveux, il a le cul à l'air, mais c'est pas grave. Après tout, pourquoi pas. C'est un tank. Vegeta, par contre, lui, s'est fait passer les chenilles sur le corps. Et voilà. Je crois que Rico, il a défoncé tout le monde en même temps. Ah, mais j'aime beaucoup la réaction de Krillin. Alors, je crois que c'était la première édition de Glénat. T'as Vegeta qui donne une dernière attaque comme ça, et Krillin fait quand même. C'est-à-dire de dire, putain, il est encore là, ça va, ouf. Donc, ce passage est à crever de rire. La tête de Krillin, quand Vegeta donne une dernière vague d'énergie à Rikum, et que t'as Rikum qui se relève, bon, j'aime bien ce passage. Et dans la foulée, il a juste pioncé,
et il tient contre Frieza première forme. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'en fait, il pionce juste dans le vaisseau de Frieza. Il dort à côté de la machine médicale de Goku. Il se réveille, Polunga est invoqué, Frieza arrive, et là il arrive à tenir tête à Frieza première forme. Il y a des power-up avec Dende, il me semble, non? Il a été soigné. Non, il a été soigné rien du tout, il a pas été blessé, Vegeta. Non, c'est une sieste réparatrice. Il y a eu le Senzu avec Rikum. Ouais, tu parles d'un power-up. C'est le Zenkai comme d'hab. Ouais, c'est plus un Zenkai là. Comment t'es soigné, le Zenkai ça marche. Ouais, ça marche. Ça marche, mais enfin il passait d'une force. C'est là où les chiffres peuvent peiner un peu. C'est pour ça qu'il arrête avec les chiffres, parce qu'au bout d'un moment... Il est passé de oui, bah oui, c'est normal, je sais plus à combien est estimé Vegeta contre les Kum, quelque chose comme 25 000 ou 28 000 unités, c'est-à-dire un Goku Kaioken x3, parce qu'il y a 32 000. Oui, il est moins fort que Nail. Il est moins fort que Nail, et Frieza, il a 530 000. Et là, juste avec un Senzu, il rattrape. Mais c'est quoi ce power-up? Il devient plus de 10 fois plus fort. C'est vrai. 10 fois plus fort, il est passé en Ozaru sans se transformer, c'est Broly DBS. Ouais, mais moi je crois que Toriyama il s'est pas trop cassé la tête là-dessus, quoi. Il fallait que quelqu'un tienne tête à voilà, c'est là le problème de cet arc. Après, moi je l'aime bien quand même. Mais après, ça me choque. Tu vois, ça me choque plus que Piccolo. Ça me choque plus que Piccolo. Passer le poulpe. Mais je t'en prie. Ouais, je trouve que non, c'est bien raconté. Je voulais juste dire que c'est en fait l'arc est comme ça un peu coupé en deux, dans le sens où tu as la première c'est qu'on souvent on dit Dark Saga Namek, mais on pourrait dire qu'il y a Namek et puis il y a Freezer, quoi. Au départ c'est l'aventure, machin et trucs, et je pense que tout reste très cohérent dans le machin. Et une fois qu'on commence à se combattre vraiment contre Freezer, ou même le commandant du genou, ça commence un peu à augmenter de puissance, un peu n'importe comment. Et puis bon, on arrive avec Goku qui est vachement plus fort, même si Freezer est encore plus fort. Mais donc c'est ça un peu le problème, c'est que je pense que j'ai l'impression que Toriyama il se perd un peu dans sa montée de puissance, et puis ça devient un peu n'importe quoi, parce qu'il faut bien que quelqu'un batte Freezer quand même. Oui, spoil de la fin de la saga, Freezer est défait à faire. Il est pas mort, mais voilà, donc c'est ça le problème. C'est ça je pense que ce qu'on dit, c'est ça le souci, c'est qu'il se perd un peu, et c'est pas facile, je peux comprendre. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Après, je pense. Après, moi, j'ai jamais considéré ça comme un problème, parce que j'ai toujours été plus fasciné, plus intéressé par la narration de Toriyama. En fait, les power-ups, c'est juste un prétexte à continuer l'aventure, c'est juste un procédé, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment elle est racontée, l'histoire. J'ai jamais eu ce problème de power-up abusé, comme vous en parlez, en fait. Ah oui, en fait, pas que ça me dérange beaucoup, mais... Non, mais il y a des limites. On voit quand même là, pour moi, dans l'arc Namek, j'ai jamais eu le sentiment que les limites étaient trop franchies, en fait. Moi, je l'ai pas pour Piccolo, je l'ai pour Vegeta. Pour le premier de Vegeta, une fois que la machine est lancée, je veux dire qu'il a dépassé le million ou pas loin, qu'il arrive à tenir tête presque à Frieza, forme finale, il n'arrive pas à le suivre, en tout cas, il arrive à porter les yeux dessus. Le gap est encore pire, parce que... Bien sûr. En deuxième forme, il fait plus rien, forcément. Évidemment. Et par contre, en forme finale, donc il y a juste un Zenkai entre les deux, et là, il arrive plus ou moins à voir ce qu'il fait au début, quoi. Ouais. Il arrive à le suivre des yeux. C'est encore pire. En tout cas, pour répondre à ce que disait Shunen Gohan un tout petit peu plus tôt, effectivement, l'arc Namek, officiellement, dans les guidebooks, il est coupé en deux. L'épisode 75 de Dragon Ball Z, c'est celui où Nail commence son combat contre Frieza, et c'est celui où Piccolo, je crois que c'est celui où il est ramené à la vie. Non, c'est celui où Polunga est invoqué. Voilà, c'est celui-ci, le 75. Ouais. C'est le début de l'arc Frieza. Oui, quand il reste plus que lui à affronter. C'est ça. C'est le début de l'arc Frieza. Le précédent épisode, c'était l'arc Namek. Voilà. Ils sont bien, l'arc est scindé en deux dans les guidebooks. C'est bien ça. Je vérifie, je suis sur Kanzenshu. C'est site fiable. Très fiable. Donc c'est voilà, c'est bien ça. Le dernier épisode de l'arc Namek, c'est Ginyu est tourné. J'ai le titre japonais, je suis en train de le traduire, mais je sais pas comment traduire ça, mais Ginyu est transformé en grenouille. En grenouille, merci. J'avais frog en anglais, mais j'avais plus en français. Grenouille, merci. Bravo. Voilà. Mais voilà. Il y a un parce que eux, ils l'ont traduit en anglais, ça. Mais bon, enfin bref. C'est le dernier de l'arc Namek, et après arrive l'arc Frieza. D'accord. Orti, tu voulais dire ? Ouais, il y a un power-up qu'on a zappé depuis le début de la discussion, c'est
l'éveil du potentiel du grand chef Namek. Exact. Et c'est vrai que Gohan et Krillin, ils ont. Enfin, surtout Gohan en fait, j'ai l'impression. Tu le sens le procédé narratif là? Ouais, et d'ailleurs, Gohan, il aime bien se faire réveiller son potentiel par des vieux, j'ai remarqué. Avec, Ouais, on a vu, il doit y avoir quelque chose là derrière. Oh, le vil. Désolé, il y a une main et puis une danse. Après, ce qui se passe ensuite, on verra dans Dragon Ball Super le retour. Mais après, dans la saga Cell, il se fait pas vivre son potentiel par un vieux. Bah, par son père, quoi. C'est par son père, quoi. Ouais, c'est pas terrible non plus. Ça reste dans la famille au moins, tu vois. Ouais, ça reste dans la famille. Ah, vous aimez bien ça, vous, les Belges? Bah, évidemment. Sale. Qui n'aime pas ça, vraiment? Oh là là. C'est familial et tout, quoi. En tout cas, moi j'avais relevé quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si c'est officiel ou si c'est une théorie. Je pense plutôt que c'est la deuxième option, que c'est une théorie. Étant donné qu'il y a un level up considérable de Gohan et de Kulilin, j'ai toujours pensé que le pouvoir du vieux Namek, de Saichoro, agissait sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a un power-up instantané, et après ça continue de croître. Pourquoi pas? Parce que je vois mal sinon Gohan, même avec la colère, arriver à porter des coups aussi efficaces à Frieza. Bon, après c'est une question de mise en scène, hein. Mais Ouais, mais après Freezer, on voit qu'il finalement il a quasiment aucun dommage en fait, hein, donc. Bien sûr. Il est juste blessé un peu dans son orgueil, il le fait payer un au peu beaucoup centuple. même. Il est très vexé, mais voilà. Donc... Ça, c'est plus un leitmotiv qu'on retrouve même chez Vegeta plus tard. La colère décuple les forces même pendant quelques secondes. Hein. Mais chez Gohan, c'est quand même particulier, quoi. Par exemple. Donc, ils sont et les demi-Saiyans sont plus sujets aux émotions en fait. Surtout Gohan en fait. En parlant de demi-Saiyan, l'arc Namek apporte quelque chose, une réponse qui avait été introduite juste après la mort de Raditz. Je voulais chercher un petit truc en suspense qui était posé comme ça, jeté comme un pavé dans la mare. La colère de Gohan, un truc par rapport à ça? Ça parle de la colère de Gohan, ça parle de métissage, mais ça parle aussi d'autre chose. Ça tease sur le Super Saiyan aussi. Ça tease sur le Super Saiyan, tout à fait que ça. Et en fait, c'était Gohan qui devait devenir Super Saiyan. J'ai jamais vu ça. Bah écoute. En fait, il y en avait 3 dans l'arc. C'était. Est-ce que c'est Vegeta qui va être le premier? Est-ce que c'est Gohan qui va être le premier? Est-ce que c'est Alors ça c'est dans l'arc Namek, mais sur Terre, après la mort de Raditz, tu as Nappa qui fait, on pourrait entre guillemets, oui, il y a Nappa qui fait qui fait. C'est du joli ça. Oh là là, le salaud. Nappa sera Vegeta, on pourrait entre guillemets enfanter des terriennes et faire une armée, faire une armée de. Ah oui, t'as vu quel salaud. Tu vois, je l'avais dit, je vous avais prévenu. Enfanter des terriennes pour faire une armée de guerriers vraiment super puissant quoi. Comme et là on voit que Vegeta est le plus intelligent des deux. Et effectivement, il dit mais t'es complètement fou, non seulement ils vont nous dominer, et puis en plus ça pourrait devenir de véritables dangers pour nous. Et n'a pas introduit le Super Saiyan en disant oui, peut-être des Super Saiyans. Exact. Et là le départ se fait, ils partent vers la Terre. Donc le Super Saiyan, il est teasé depuis ce moment-là. On n'en parle plus du tout pendant l'arc Saiyan. On en reparle vers l'arc Namek. La fin de l'arc Namek, le début de l'arc Frieza, enfin, on va dire les prémices, c'est-à-dire quand Goku arrive et que Vegeta commence à monologuer en pensée. Oui, c'est souvent Vegeta d'ailleurs qui c'est le seul au courant. Qui revient sur c'est le seul qui est au courant de la légende déjà. Non, c'est pas vrai. Freezer le sait aussi, mais. Non, mais parmi les héros, on va dire. C'est ça, il y a un autre perso qui en parle, au-delà de Frieza, parce que Frieza j'y pensais plus, mais il y a un autre perso, c'est le Saichoro, c'est le vieux Namek. Quand il lit les pensées de Kulilin, qui fait, avant de lire les pensées de Kulilin, il fait, celui qui a défait le fils de Katatz, c'est le Super Saiyan, et Kulilin fait le Super quoi? Et il dit viens, je vais lire tes pensées, en gros on va gagner du temps, et en fait ça s'arrête là. Donc c'est teasé à nouveau à ce moment-là. Oui, Saichoro, c'est tout quand même. Puisque Saichoro a rencontré l'esprit de Yamoshi. Voilà, exactement. Ou alors peut-être qu'il est assez vieux pour avoir vu Badak dans le passé. Le fameux premier Super Saiyan. Le fameux. Oui. J'adore l'anime, mais c'est infect le combat contre Freezer. Ils ont gâché le meilleur combat, ça me tue. En plus, bon, il y a Ibizawa qui s'y met, donc c'est encore plus infect. Mais non, mais de toute façon, même les équipes que j'apprécie sur l'anime, moins à cette période, plus... Enfin, je les ai bien aimés sur Dragon Ball, je les ai moins aimés sur Z, et je les ai aimés après l'arc Cyborg. C'est l'équipe de
Takeuchi Tomekichi, donc il y a Masahiro Shimanuki, Kazuya Isada, Masako Misumi, et pas mal d'autres personnes là-dedans. Il y a en fait une flopée de styles. L'épisode 103 est un bon exemple. Les persos, ils ont 5 têtes différentes dans l'épisode. Ouais. C'est des hydres. C'est terrible. Ça te sort complètement du truc. C'est pour ça que t'as pas aimé DBS Broly, d'ailleurs. C'est pas que j'ai pas aimé, parce que moi j'apprécie qu'on ait laissé une porte ouverte aux animateurs et qu'on leur permette de s'exprimer tel qu'ils ont envie. J'aime beaucoup par exemple la séquence du character designer de My Hero Academia, Umakoshi, qui signe la séquence du Kamehameha de Gogeta contre Broly. Ce style, moi, il me fascine. Pourtant, il n'a rien de Dragon Ballesque. Moi, je vois All Might, clairement. Je vois pas Gogeta. Mais déjà, Umakoshi, quand il est sur Sensei Omega, c'est déjà pas pareil que le style de Shingo Araki dans Sensei, l'ancien Sensei. Donc, oui, tout à fait. Ça m'étonne pas qu'il a un style complètement différent. Tout à fait. Par contre, je n'arrive pas à le spot dans l'épisode de Masunaga. Dans l'Arc Cell, je le trouve pas dans le Cell Game. Namek. Mais bon, bien, en tout cas, on digresse, mais non, moi j'aime bien que les animateurs aient un style. Par contre, pour un film à la limite. Mais là, pour des épisodes où c'est censé se suivre, tu vois, c'est sur une durée, c'est pas quelque chose que tu regardes, c'est fini, tu passes à autre chose, tu le mets dans ton placard. Là, c'est les épisodes, ils s'enchaînent en fait. Et s'ils commencent à avoir tous une tête différente à chaque animateur, ça manquait clairement d'homogénéité, et pour ça, c'est pas un arc que j'apprécie graphiquement. Il y a surtout que ça s'enchaîne, mais ça s'enchaîne longuement en plus. Comme on dit, ça s'enchaîne longuement. Mais là, je parle bien de l'arc en entier, de l'arrivée sur Namek jusqu'à l'explosion, j'ai envie de dire. Et tu spoil. Ah là là, les salauds. Le spoil. Dragon Ball Cast, j'aime deux abonnés, il spoil là-dedans, Mizu, casse les couilles. Mais le gars, il est pas là depuis 5 mois, puis il spoil, il arrive. Et je spoil la mort de Goku, pas ressuscité et tout. Ah putain. Tu spoil le fait que c'est Gohan qui a vaincu Freezer en fait. C'est qui Gohan? Je suis pas là encore moi. C'est pas encore. Tu y arriveras, t'inquiète pas. C'est le vieux qui a élevé Goku là, c'est ça? C'est le fils de Goku, tu sais, c'est un peu comme le père de Boruto, c'est pareil. Et du coup, du coup, en fait, il y a une flopée de styles différents, et je trouve l'arc Namek assez peu homogène en termes de dessin. En termes d'animation, ça passe, mais il y a 40 000 styles. Alors, il y a de très beaux épisodes, l'épisode 64 de Sato est fantastique, l'arrivée sur Namek de Nakatsuru est fantastique, la transformation de Goku est magnifique par Sato, enfin, il y a vraiment des excellents épisodes. Après, c'est un peu l'anime comme ça dans ces 290 épisodes. Mais sur cet arc, je trouve ça plus marquant, plus prononcé que sur l'arc Saiyan, par exemple. Beaucoup plus prononcé, les différences de style. Je sais pas ce qu'il y a eu dans cet arc, peut-être parce qu'il est plus long. Enfin, après, il y a aussi tous ces flashbacks. Les animateurs en avaient marre de faire 15 000 fois le même combat. Je sais pas, mais une chose est sûre, il y a aussi tous ces flashbacks intégrés comme ça, qui apportent donc le style d'autres animateurs dans un épisode où ils n'y sont pas. T'as des flashbacks d'Uchiyama dans un épisode d'Uchiyama d'ailleurs. Ah, là, ça passe. Là, je crois que ça passe. C'est quand il y a tout le flashback sur Piccolo qui est super casse-couille. Imagine, c'est un flashback d'Uchiyama dans un épisode d'Ibizawa, mon dieu, quoi. Non, il y a un flashback de Yamamuro dans l'épisode 103, je crois, justement, où il y a tous ces styles différents, et à la fin, ça finit par Miyahara et Nakatsuru. Tu dis, what? Tout le monde y est passé, quoi. Tout le monde y est passé. T'as Shindo Production, c'est-à-dire l'épisode où Frieza lance la boule de Ki contre la surface de Namek. Donc il y a un épisode où il y a le passage de Yamamuro. T'as toute l'équipe de Seigasha. Seigasha, c'est Takeuchi, Sada, Shimanuki, tout ça. Et après, à la fin, Seigasha a embauché des gens de Toei, donc Nakatsuru et Miyahara. Wow. Qu'est-ce que... Donc en fait, t'as une flopée de styles sur cet épisode, je crois que c'est le plus hétérogène de toute la série. Il est pas mauvais en soi, mais il est lourd. Il y a de beaux passages, mais il est lourd. Mais comme beaucoup d'épisodes de cet arc, cette fâcheuse tendance à avoir 50 styles dans le même épisode. Alors, je suis moins fan de l'animé dans l'arc Namek. Ouais, je suis assez de ton avis, déjà pour l'homogénéité, comme tu disais, et puis ils sont le planning aussi. Ils sont tombés dans le pire moment pour rallonger l'animé. Oh là oui. Le combat, ils sont en plein combat, et puis là ils sont obligés de broder parce qu'ils ont rattrapé le manga malheureusement. Et c'est le pire moment parce que tu peux pas insérer de fillers là dans ce genre de truc. J'ai juste d'étirer. Ah, j'avoue, c'est compliqué de mettre un articulaire entre deux passes. Hein.
c'est pénible, mais en même temps, je pardonne pour l'époque parce que c'est le mode de production qui veut ça, quoi. Tout à fait. Après, moi, j'ai un point de vue. Vas-y, je t'en prie. Je voulais juste terminer que c'était pas comme aujourd'hui quand on se permet de faire 75 épisodes pour un tournoi de 40 minutes. Pas que tu parles du tout. Bref, voilà. Mais je pardonne sur le moment. Après, quand t'achètes les DVD et que tu les regardes... en revoyant, la première fois ça passe, la deuxième fois tu trouves ça trop long. Moi je peux pas me faire un rewatch. Moi honnêtement, la saga Namek, le combat de Freezer, je l'ai vu qu'une fois, hein. Je pouvais pas... J'ai dû la voir une ou deux fois en rewatch seulement. Pareil. Mais c'est vrai que la deuxième fois c'était long, c'était pénible, c'était long. Je me dis, alors que le manga je l'ai relu je ne sais combien de fois. Oui, je suis exactement de cet avis-là. Sincèrement, un rewatch complet, je pourrais pas, c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de longueur, et je serais tout le temps avec ma télécommande là sur mon DVD à avancer ou sur VLC à cliquer pour le plus long pour avancer de 5 minutes. Mais en fait, je regarderai finalement pas grand chose. Parce que les épisodes dans Dragon Ball de toute façon sont construits comme ça. C'est il y a du canon, il y a du fillers, il y a du canon, il y a du fillers. C'est terrible. C'est là une force de Kai, j'ai envie de dire. Surtout quand ça dépend quelle version de Kai. Oui, aussi. Mais enfin, oui, parce qu'il y a une version de Kai qui garde des fillers. Voilà, c'est la saga Boo. Bon, c'est pas le sujet, je vais râler après, mais bon, c'est une des forces de Kai. Le combat paraît beaucoup moins long, quoi. Même s'il paraît encore trop long, à aucun instant tu te dis, il s'est passé 5 minutes. Tu m'aurais dit, Frieza, dans 5 heures, la planète explose. Ok, c'est ça. Mais j'y crois, là j'y crois, ou même 50 minutes si tu veux, et encore je commencerai un peu à avoir du mal, mais 5 minutes. Les personnages parlent déjà, s'engueulent pendant 5 minutes dans l'épisode, ouais tu vas mourir, c'est moi qui vais gagner, mais ils se disent déjà ça. Non mais en plus c'est 5 minutes, puis c'est 3 minutes, puis c'est 5 minutes après. En fait, Freezer, c'est le maître du temps, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des espèces d'anachronismes. Oui, parce que même en plus, ils n'arrivent pas à tenir leur truc, tu vois. C'est comme... Même dans le manga qui est plus dynamique, etc. Tu le sens que ça dure quand même un peu plus longtemps. Enfin, il dit 5 minutes, mais bon, quand tu lis. Ouais, mais après tu te dis, c'est des guerriers qui se déplacent hyper vite et tout. Mais tu les vois parler. Ouais, mais après Namek, il y a 3 soleils, peut-être que bon, les temps passent pas autant, soit c'est. Ah oui, c'est vrai que on n'a jamais abordé sous cet angle. Est-ce que c'est le temps relatif? Peut-être qu'il parlait de 5 minutes sur Namek. Le temps, de toute façon, est le même pour tous. Ouais, du moment qu'il y a un langage universel, je pense que niveau temps, Toriyama, il s'est pas pris la tête. Oui, je troll évidemment. Mais effectivement, même dans le manga, tu te dis, bon, mais ça passe parce que, en plus, contrairement à un animé où la durée va être la même pour tout le monde, un épisode de 20 minutes, c'est 20 minutes. C'est ça. Alors qu'un manga, tu vas le lire à ta vitesse. Sauf au généralement, ça dure 5 minutes parce qu'il a tout zappé. Alors qu'un manga, tu le lis à ta vitesse, c'est ça la force du truc aussi. Ouais. C'est que, du coup, les 5 minutes peuvent être crédibles si tu lis vite. Ce qui est terrible dans l'anime de Z aussi, c'est que les fillers en question qui sont montrés, c'est pas comme si c'était intéressant. C'est vraiment des trucs genre la Kame House qui veut aller sur Namek. Je sais pas si vous vous en souvenez de ce truc. Oui, je l'avais revu. Je sais plus pourquoi. Ah oui, c'était pour un podcast, pour un montage. Ouais, ou alors il y a Bulma et la grenouille, il y a Guignou qui Oui, c'était vraiment. Oh là là, quoi, c'était. Oui, voilà, c'était pour le montage sur les fillers justement, et donc du coup j'ai dû revoir tout ça. J'avais complètement oublié ces fillers de la caméra, ces trucs qui sont veulent sur Namek. Je me dis mais c'est n'importe quoi, sérieusement. Ils sont inutiles, mais qui étaient juste utiles pour eux à. Ah voilà, c'était du temps d'antenne quoi, simplement. Ouais. Après, je sais qu'il y en a un qui est plus apprécié, c'est le commando Guignou qui arrive sur l'étoile de Kaiju. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas trop aimé parce que je trouvais ça abusé. Je trouvais ça abusé. Les gars, ils sont là depuis peu de temps. Ouais, ça c'est terrible. Et ils arrivent déjà à tenir tête au commando, quoi. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont surpassé Vegeta à son arrivée sur Namek. Et surtout, qu'est-ce qu'ils foutent là, les mecs? Ils sont passés devant Enma, ils sont partis en courant, ils ont fait le chemin du serpent. Et si on devait voir ce qu'il y a là-bas. Non, c'est Kaio dit clairement, c'est moi qui les ai invités. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Ah bon? Oui, pour clôturer votre entraînement. Ah d'accord. Quel homme. Okay, ils ont quand même fait ça un peu correctement. Quel petit filou, ce Kaio. Alors, à la limite, j'ai envie de dire quelque chose. Tenez des produits laitiers. Voilà. Les produits laitiers, il faut aux amis pour la vie, c'est ça? Voilà. Et pouvoir de l'amitié, tout ce que tu veux, Bioman et tout ce qu'on veut. Mais. La Sainte Vache Végéta. Voilà, Sainte Vache Végéta. Heureusement qu'il a pas dit holy shit, sainte merde. ça aurait été fabuleux en sous-titrage. Ça aurait été exceptionnel. Mais j'y pense. Tu allais dire un truc, Misou?
Vas-y, j'en prie. Il va toujours dire un truc, donc interromps-le. Non, mais les gens, essayez d'être synchronisés quand même, là, parce que vous parlez tous en même temps. C'est vrai, parce qu'il y avait Caillou, du coup, il était en mode je vais inviter le commando Ginyu sur ma planète pour tester, pour finaliser l'entraînement de mes poulains. Mais il se serait passé quoi si le commando Ginyu avait fumé tous les terriens devant Caillou? Il aurait rien pu faire? Il se serait fait massacrer aussi? Voilà. Et Caillou serait mort avant d'être mort dans la saga Cell. Écoute, j'ai envie de te dire, il a enfermé Bojack dans son étoile. Moi, je les aurais mis avec. Là, c'est bon. Mais avec les quatre autres Cailloux quand même. Mais il aurait téléphoné à la télépathie. Allô, c'est Caillou, merde, je suis dans la mouise. Et puis il les a scellés, donc c'était pas vraiment une question de force. Ça tombe très bien, il scellait les 5. Je suis dans la mouise. Oui, ça c'est marrant, ça. Et du coup, dans le film 9, t'auras le gang de Bojack et le Ginyu Tokusenkai, quoi. Moi, je veux le gang de Bojack. Les 4 Kaio qui scellent des gars niveau SS2, alors que même un Kaiyoshi n'est pas de ce niveau-là, quoi. Moi, je veux que qui se fréquentent dans les étoiles des Kaio, puis qu'ils apprennent des poses et qu'en fait, on ait le Bojack gang là qui fasse des Jojo poses, tu sais. Et allez. Le Bojack Tokusenkai et tout. Ça y est, ça part en couille. Mais dans tous les cas, je vais être plus magnanime avec l'intervention des Terriens contre le Ginyu Tokusentai. La chorégraphie est jolie du combat. Voilà. Dans l'épisode de 95, celui de Maeda, l'intervention de Tenshin Han, je la trouve vraiment chouette. L'intervention de Yamcha aussi. L'intervention de Chaozu, mais... Aïe. Faudrait que je revoie, moi, parce que je l'ai plus en tête. C'est le 95. Il est supervisé par... c'est un épisode supervisé par Maeda, et c'est Shigeyasu Yamauchi qui est aux commandes du storyboard. Donc, fatalement, c'est beau. Parce que Yamauchi est un véritable génie, il a signé beaucoup de très beaux combats. C'est le favori de Charnalk. C'est le favori de Charnal qui a raison. De moi aussi. De presque tout le monde, en fait. Il faudrait être fou pour ne pas l'apprécier. Ces chorégraphies sont juste géniales. Ces chorégraphies sont très martiales, sont très pensées. Les enchaînements de coups pleuvent, mais avec une véritable harmonie des mouvements et une précision des gestes. Tu croirais vraiment des arts martiaux. Là, parce qu'en plus, il n'utilise pas que de la vitesse, contrairement à ce que tu vois aujourd'hui, juste des enchaînements de coups de poing qui c'est juste la même frame. Il utilise aussi la lenteur pour montrer la puissance de l'impact. Ça, j'adore. Exactement. Donc, on a un petit peu, on s'est pas aussi poussé, mais on a ce côté un peu martial dans le combat, et moi j'apprécie ce combat. Après, en termes d'apport à l'histoire, zéro, en termes de cohérence, fun, quoi, voilà, c'est beau à voir, c'est un beau bonus, mais ça ralentit. Concrètement, pour ce que c'est beau à voir, mais ça n'apporte rien au scénario, rien au personnage, à part de l'incohérence. Mais limite, tu vois, je préfère voir ça. Ah oui, que les caméos l'épisode, plutôt que Frieza et Goku qui se redisent encore la même chose et qui se retapent dessus, etc. Tu vois. Ah oui, largement. Ou Caméos, ou le vaisseau qui pète là. Dr. Brief, c'est le mec, il a révolutionné la planète Terre. Ouais. Il n'arrive pas à faire décoller un vaisseau spatial alors qu'il a fait décoller celui de Goku à partir d'une épave. Ça. Et là, c'est un filler, il faut qu'il traîne. Ah ouais, non, mais là, en plus dans la VF, ça me fait mourir de rire parce que c'est Pierre Trabeau qui fait la voix et j'adore Pierre Trabeau. 3, avec la voix toute éraillée comme ça. 2, t'as un compte à rebours. Et là, t'as l'écran qui arrive comme ça avec le Dr. Brief là. Ah, vous n'êtes pas parti. Ben non, ils sont devant toi. C'est quoi? Mais oui, c'est trop. Arrête. Mais qu'il est con. Mais pareil pour le. T'as changé la face du monde. Je reviens sur le combat Goku. Le problème qui se pose aussi, outre le fait que ce soit long, c'est le problème ça change la narration, ça change l'impact, notamment, je pense, quand il est en Super Saiyan, en fait. Parce que dans le manga, c'est rapide, il est brutal, il est expéditif. Ah oui. Alors que dans l'animé, t'as l'impression que Frieza, il résiste beaucoup mieux au Super Saiyan, du coup, ça change la vision que t'as du truc. Et puis surtout, t'as juste avant le discours de Goku qui dit que Lily était mon meilleur ami, on le ressuscitera plus, il n'y a plus de Dragon Ball, il n'y a plus rien, tout est mort maintenant. Je reste là et je vais le saigner celui-là par contre. C'est ça. Et je vais le saigner au maximum de sa puissance. Et le discours impactant qu'a Goku, j'adore ce discours, surtout dans le manga, la traduction de Fédois Lamodière sur l'édition perfecte est impeccable. Quand il lui dit maintenant tu vas te faire tout petit parce que c'est un misérable singe, comme tu nous appelles, nous les Saiyans, qui t'a réglé ton compte. Tu vas raser les murs, te faire tout petit, vivre dans la honte, dans la méprise, parce que c'est ce que je viens de t'affliger, une sacrée règle. Il le démonte Goku à ce moment-là. Il n'a aucun respect pour lui.
Surtout, comme tu as dit, dans la Perfect Edition, moi, c'est là que j'ai découvert que vraiment, il changeait de ton, il avait un air beaucoup plus cru avec les mots qu'il employait. Ah oui. Le changement de langage, de registre. Dit même, il balance un barre-toi de là à Gohan. Oui, aussi. Et encore, il est moins frappant en français, forcément, vu qu'on n'a pas tout dans la de VO. lecture que le japonais a. Mais effectivement, Fedois a fait un bon travail là-dessus, sur le changement de ton, le vouvoiement, le tutoiement, etc. Ça permet d'avoir un aperçu quand même un peu plus fidèle du texte original, quoi. Complètement. Ouais, c'est un truc que je n'avais pas remarqué au départ, c'est Mizu qui me l'a fait remarquer d'ailleurs. Alors que dans la V1, il n'y avait pas ça, tu vois, c'était... Il vous voyait, je crois qu'il vous voyait ou il tutoyait, dans la VF ou dans la première édition du manga. Édition du manga, je me souviens. Je ne sais plus, je l'ai pas lu depuis très longtemps. Il n'y avait pas ce changement de ton ou de politesse ou de... Ah non, on était vraiment toujours sur du registre courant et pas familier. Il avait toujours la même façon de parler, en fait. Ouais, c'est ça. On loupait plein de niveaux de lecture. Tout à fait. D'ailleurs, pour l'anecdote, je sais pas vraiment trop ce que ça signifie en japonais. Quand il devient Super Saiyan, Goku, avant, d'habitude, il utilise Ora Goku, etc., pour dire moi ou je. C'est un jeu un peu paysan, un peu familier, mais familier gentil, un peu tu rustre, vois, un peu rustre, voilà, un peu pécore. Un peu pécore. Et quand il devient Super Saiyan, et même dans l'arc des cyborgs, il utilise Ore. Ore, c'est un truc beaucoup plus affirmé, beaucoup plus sûr, beaucoup plus direct. Adulte, quoi. Ouais. Beaucoup plus viril aussi. Surtout. Et plus viril, oui, c'est ça. On est vraiment sur quelque chose où il se met en avant. D'ailleurs, Vegeta, il dit toujours Ore, d'ailleurs. Il dit même Ore-sama. Et parfois, ils disent même son nom, ils disent même son prénom. Oui. Konobe Vegeta-sama. Le prince des Super Saiyan. Ouais, aussi, oui. Sento Minzoku, non, la race des Saiyans, je sais plus quoi. Saiyajin no Oji. Ouais, c'est ça. Effectivement, ouais, ça montre bien le changement de ton, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, on l'avait pas autrefois, et la Perfect Edition permet vraiment de rebondir là-dessus. Mais c'est hyper impressionnant, parce que Goku, en fait, si tu suis tout le manga, que tu te tapes une relecture complète, ce que je compte faire bientôt... Incroyable. Oui. Tu sens son évolution, quoi. Tu sens exactement de cet enfant pur, de cet enfant qui, même quand Kamessénim dit n'y va pas, il a beaucoup de respect, il y va parce que la colère parle, mais il se dresse pas comme ça devant son maître, il tourne le dos. Là, il se dresse devant Caillou, il lui dit non, mais parler dans le vide, de toute façon, je vais quand même lui casser la gueule, hein. C'est comme ça. Ouais. C'est pas négociable, en fait. Même Saicholo essaie de s'en mêler, il se faut remballer, en fait. Goku, il a décidé qu'il est complètement vénère. Hein. Il n'a plus rien à faire de la politesse. C'est même pas qu'il a décidé, c'est qu'on lui a imposé. Oui, mais je veux dire dans le sens, il démet dans le Super Saiyan, donc du coup, il a perdu toute sa joie de vivre et sa gentillesse, et il dit voilà. Puis c'était que de la colère au début, le Super Saiyan. Ah oui, clairement. Et c'est là que l'arc Namek est fantastique aussi, c'est qu'on a un Goku qui terrasse Nappa avec une facilité déconcertante, même si à un moment donné il doute, il se dit merde, il s'est mangé un Kamehameha, il a pas bronché l'enculé. Mais il a fallu qu'il utilise le Kaioken et tout, mais bon, Nappa, c'est le premier gros Saiyan qu'on voit, la première force de la nature. Raditz c'était impressionnant, mais c'est le premier qui dure aussi longtemps, quoi. Et qui broie autant de monde. Et on a Goku. Ouais. Le même schéma d'arrivée de Goku contre Nappa que contre Rikum. Ouais, ce que j'allais dire. Il arrive au moment inespéré. C'est exactement la même chose, même. Hein. Il fait pas la même pose avec Bartak, avec Rikum avec la main sur le dos. Si. Peut-être que ouais. Si, quand il le retient avant de le lancer, s'exploser contre le sol. D'ailleurs, ça aussi, c'est fabuleux, parce que ses adversaires, Goku, en fait, n'a aucune intention de les tuer. Il brise c'est du chaos technique, il brise la colonne vertébrale de Nappa, il dit maintenant t'emmènes ce qui en reste là et tu dégages parce que sinon t'as sur le même ça c'est son entraînement chez Dieu où il a un peu assagi. Hein. Oui. Mais du coup quand il se rend dans Super Saiyan il n'en a rien à faire il va défoncer Freezer. Et comme d'habitude il y a toujours Vegeta derrière qui vient achever ce que Goku a fait. Exactement. Que ce soit avec Nappa, Rikum, Barta aussi. Parce qu'à un moment, Vegeta, il les enchaîne, quoi. Je pense qu'il enchaîne tout le commandant Ginyu, là. Bah, il les a tous tués à part Ginyu, quoi. Bah, dans DBS, c'est récupéré, mais effectivement, oui. Dans DBS, il le crée. C'est vrai que c'est devenu une tradition. Hein. Goku, il arrive, tout le monde se fait latter, et puis après, Goku, il arrive avec son dernier... c'est arrivé avec Piccolo Daimao. Et pour montrer... Et ça montre, justement, le procédé narratif que Toriyama adore, ça montre l'écart de puissance qu'il y a entre lui et ses potes, quoi. Est-ce que c'est arrivé à l'arc Piccolo Daimao où Tenshinhan est défait et Goku arrive? C'est arrivé contre Nappa, c'est arrivé contre Rikum, Frieza,
C'est arrivé contre Cell où il arrive avec la salle de l'esprit du temps, etc. Il se tape un gros combat et compagnie. Il prépare il ouvre le terrain à Gohan. Il dit bon, écoute, t'as vu comment il se tape? Maintenant, tu vas lui mettre une branlée. Il arrive avec un atout phénoménal. Parce que personne ne le croit. Tout le monde dit mais t'es malade, Gohan. Mais n'importe quoi. Il est entré dans la salle, c'est un gamin. Il ressort, c'est un gamin. Et tu remarqueras aussi, je te coupe, mais il fait plus de progrès entre sa guérison et le Cell Game, même s'il utilise une salle spéciale. En 3 ans de préparation pour les androïdes, quoi. Tu vois que là, il n'a pas été très sérieux pour les 3 ans. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas été très sérieux, je pense qu'en fait, là, il avait vraiment un adversaire à sa hauteur, c'était deux Super Saiyan qui se tapaient dans des conditions extrêmes. Et c'est plutôt qu'il a peut-être besoin aussi d'un objectif. Enfin, tu sais, les androïdes, ils savaient pas à quelle puissance il serait, donc il sait pas combien il doit monter, en gros. Alors que là, il avait déjà Cell en objectif. Oui, puis en plus, il l'a vu juste avant. Parce qu'il n'y a pas tant d'écart que ça entre le Goku contre numéro 19 et Goku contre Frieza. Non, on nous le montre pas, mais effectivement. Mais une chose est sûre, c'est qu'effectivement, il y a un entraînement, il y a un enjeu. Et dans Dragon Ball, de toute façon, il faut qu'il y ait un enjeu pour que les personnages progressent. C'est là qu'ils font leur meilleur progrès, tout le temps. Déjà, scénaristiquement, c'est un poids énorme dans les rebondissements, dans la narration. Oui, c'est... Toujours quand c'est désespéré, en fait. Oui, ouais. Et c'est là où, ce qui est sympa, aussi, dans l'arc Namek, si toutefois ça devait être une conclusion au récit, on aurait un peu cet aboutissement, c'est-à-dire ce cheminement où au départ il arrive, il est complètement dépassé malgré un entraînement énorme, donc en fait il devient lui-même le faire-valoir de l'ennemi, et sa transformation aurait été l'apothéose, en fait, le point final, la transcendance complète. Donc, d'autant que la narration, rappelle-toi, dit bien que quand il arrive sur Namek, il a déjà dépassé le commun des Saiyans, en fait. Il a déjà repoussé les limites. Ouais. Je sais plus comment c'est tourné, mais... il est au-delà des limites. Au-delà des limites du Donc après, Saiyan. effectivement, comme tu dis, il redevient le faire-valoir de Matsuda, vu qu'il est carrément en dessous. Et l'apothéose de sa transformation. Avec encore une fois la mort de son meilleur ami. Ouais, c'est ça. C'est Kuririn sert On parlait de l'importance de Kuririn dans cet arc. Là aussi, il y a une apothéose de son rôle. Il prend carrément les devants avec Gohan, en fait. Il n'a pas le choix, d'ailleurs, parce qu'il est tout seul. Je pense que ce que veut dire que ça, c'est même en mourant, Kuririn, scénaristiquement, il est énorme. Dans le scénario, il a un poids énorme. Il est le déclic, en fait. C'est ça. D'ailleurs, c'est le déclic de Goku sur les Saiyans, mais c'est aussi le déclic de Gohan quand il frappe Freezer sous deuxième forme. C'est comme ça qu'il devient complètement vénère, quoi. Donc il y a vraiment un impact significatif. Gohan, c'est pas compliqué, c'est un bon garçon. Tu peux lui taper dessus autant que tu veux, il bronchera pas. Il va serrer les dents, il va encaisser. À ses amis ou à des innocents, là par contre, il va être vénère, quoi. Cela dit, Toriyama, à un moment quand même, casse un peu le code, c'est que toi, Gohan contre Rikum, à un moment, il fait tout un discours un peu shonenesque, et puis il se jette sur Rikum tel un... En chialant, là, putain. En chialant, tiens, je suis le fils de mon père, et je te vaincrai par la force de l'amitié, et puis pan... pas pour sa fille, mais pan... non, pas pour sa fille, non. Il faut pas pan avec sa fille, mais bref... Non plus. Il y a Rikum qui lui met un coup, mais ça lui brise la nuque, et du coup, ça casse tout le moment super épique, tout. Donc, mais je trouve ça le casse pas. Non, c'est l'arc. Non, mais c'est pas que ça casse, mais tu t'attends à ce que Gohan va faire un super coup, et que, je sais pas, comme avec Raditz, par exemple, il va être empêché, et que, je sais pas, Vegeta pour... Mais justement, c'est à ça que tu t'attends. C'est à ça que tu t'attends, et qu'il prend le contre-pied en montrant que ça suffit pas, il est en colère. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et je trouve que c'est l'arc où Gohan est le plus courageux, en fait. Oui. Il affronte sa peur à chaque instant. Bon, déjà dans l'arc Saiyan, mais encore plus là. Il a grandi grâce à l'arc Saiyan, un peu trop vite, par rapport à son âge. Mais, très vite même. Mais là, oui, il s'émancipe de ouf, et avec Kuririn, il affronte des ennemis qui sont beaucoup puissants par rapport à lui. Après, ce qui est un petit problème, c'est qu'il était un peu trop impulsif du coup. Du coup, il se met dans une situation un peu gênante, quoi. Comme avec Dodoria, encore un enfant. Ça va te plaire. Ça va te plaire que ça l'a dit, c'est encore un enfant, il a 5 ans. Et la deuxième chose, qu'est-ce qui motive son voyage?
Résurrecter Piccolo et tout le monde. Résurrecter. Il veut retrouver son papa adoptif. Et pourquoi je dis résurrecter? Parce que je fais écho à la résurrection de Frieza où il se fait démonter la gueule. Mais Bien rattrapé. Non, mais c'était voulu. Non, mais il veut ressusciter tout le monde parce que en fait, tout le monde est tombé et il se le reproche parce qu'il n'a pas été assez brave pour les défendre et intervenir. Oui, c'est un peu la culpabilité du survivant, quoi. C'est-à-dire que, comme il le dit, si j'étais intervenu, peut-être que Chaozu et Tenshin Han seraient encore vivants. Bon, Yamcha, malheureusement, c'était passé avant. C'est vrai que c'est pas verbalisé, mais on peut. Ouais, mais en même temps, il a envoyé un Masenko de la mort qui tue et bon, ça a à peine il le dit, je crois, quand même. Si, il le dit. Il dit si j'étais intervenu, il serait pas mort. Oui, mais ça, c'est dans l'Arc Saiyan qui dit ça, non? C'est dans l'Arc Saiyan. Et donc, du coup, quand sa mère lui dit non, Gohan, tu vas rester sur Terre, t'es là pour étudier, t'es un enfant, t'es en dehors de tout ça, machin, il lui dit écoute, tu t'écrases parce que je vais y aller, Piccolo, il est mort, je vais le ressusciter. D'ailleurs, dans la première édition du manga, je crois qu'il lâche un bon gros ta gueule bien gras. Ta gueule. Ça avait choqué ma mère à l'époque, d'ailleurs. Ça me souvient. Ta gueule. Parce que forcément, elle lâche un gros, mais je dis tiens, je vais lire ce que mes enfants lisent, et puis qu'est-ce qu'elle tombe? Elle tombe sur ce gros ta gueule en gros gras énorme gigantesque. Je dis mais qu'est-ce que vous lisez là? T'es là, mais merde quoi, putain. Oh putain. Moi, ta gueule de fils à sa mère, c'est beau. Voilà, c'est ça quoi. Je veux dire, t'es le fils qui dit à sa mère ta gueule, mais ça. Mais tu vas la fermer, maman. T'es là, mais ok, donc c'est ça qu'ils lisent. Mais moi, effectivement, il y a ce passage où il se. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'animé à ce niveau-là. Le manga le dit aussi, il me semble. Tagoku, il en pensait, il dit mais je suis fier de toi, mon fils. Ah oui, tout à fait. Et effectivement, il est dit dans les deux. J'aime beaucoup ce regard qu'il lui lance parce que c'est ce regard. Moi, Goku plus tout. Il y a deux regards que j'aime. Celui avant qu'il a envie de combattre, où il te lâche un sourire sérieux comme ça, mais il te quitte pas des yeux. Ce truc où t'as les pupilles parfois qui brillent et tout. Ouais. Et le deuxième regard, c'est que celui qui pose sur les gens qu'il considère. La considération de Goku, pour moi, c'est une transcendance complète de l'état de la personne qui le regarde. C'est-à-dire qu'il a atteint un sommet tel que Goku lui-même, l'élite, peut-être pas l'élite Saiyan, mais l'élite du manga, de l'œuvre, porte un regard considérateur. Il le fait sur Oob, il le fait sur Pan, il le fait sur Gohan. 3 points barres. Voilà. Dommage qu'il le fait pas sur Goten. Mais il le connaît trop peu, malheureusement. Et je crois que la Toei le connaît trop peu aussi d'ailleurs. Alors je crois que l'animé, oui, Toei, ils l'ont un peu oublié. Il l'a oublié, je crois. C'est devenu un peu l'animal mignon, tu sais, comme Puer et Oolong. C'est le Olaf de Dragon Ball Super. C'est un peu ça, ouais. Mais dans tous les cas... Cette espèce de gosse empaillé dans un coin. Oui, il est mignon. Ouais, c'est exactement ça. Il le sort comme ça pour faire jouer de temps en temps. Vous avez vu, il est mignon, hein. Alors... regardez, il peut fusionner. Poit, il s'en va. Achetez les figurines. Ah non, ils en sortent pas les figurines de Goten. Ils en sortent pas, attends. Attends, ils ont fait une de Gohan toute moche. Ils vont bien faire une de Goten moche aussi. Mais dans tous les cas, ce regard considérateur de Goku, moi je le trouve fantastique. Et il le porte aussi, et je crois qu'il le porte sur Goten, c'était la parenthèse que je voulais faire, quand il le voit fusionner en Super Saiyan 3. Mais je crois que c'est uniquement l'anime qui fait ça, et encore. Mais ce regard, il l'a sur Oob, Pan et Gohan. Je me souviens plus. Ouais, sur Oob, Pan et Gohan. Faudrait que je retrouve les screenshots et les cases du manga, mais... Ouais, il fait ça. Mais dans tous les cas, j'aime beaucoup ce regard, et on l'a avant l'arc Namek, et j'aime beaucoup ça. Ça. Encore une fois, c'est encore le seul qui a un peu confiance en son fils, quoi. Parce que Chichi, tout ce qu'elle voit, c'est les études, donc elle en a rien à faire. Les autres, ils sont pas très chauds non plus. Et encore une fois, Goku, il s'est dit oui, vas-y. Krillin et Bulma, et même Gyumao, il dit mais Chichi, arrête, t'as perdu là. Ah oui, parce qu'après que Gohan passe son câble, quoi. J'aime beaucoup cette intervention de Gyumao, cet ancien brigand, élève de Kame Sennin. Tu sens que le mec, il a baroudé. Il a tellement changé du tout au tout, lui aussi, oui. Ouais, il pose sa main sur l'épaule de sa fille, il dit non mais Chichi, arrête ton caprice, il va partir, en fait, il en a décidé comme ça, laisse-le. C'est très fort, ouais. Et c'est là où Gohan se forge un caractère post-Saiyan et l'arc Namek. C'est la mort de Piccolo. Et tu retrouves... Clairement, oui. Ouais, la mort de Piccolo. Ça se voit dans son regard, d'ailleurs, toujours. Et puis les combats qu'il a vécu, simplement. Il a vécu des choses plus traumatisantes au même âge que son père. Oui. Et tu retrouves un peu... C'est ces moments-là où tu retrouves un peu de Goku en lui. Sa détermination... quand il se forge un plus gros caractère, en fait. Ouais, dans le monde, il a une nature plus effacée, plus timide. Mais dans ces moments-là, tu retrouves le Goku, là, pour le coup. Oui.
Et qui n'aime pas la justice non plus, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Il a été bien élevé quand même. Hein. Ah bah oui. Bah, en fait, il a été bien élevé. Sa maman, alors c'est pas pour le jeter un discrédit ou quoi que ce soit, c'est une paysanne sans culture, Non, mais la notion du bien et du mal, je voulais dire. Bah, qui la lui a donné Chichi, elle est très. Bah, pour le Chichi, le bien c'est les études et le mal c'est tout le reste. C'est ça, elle est très manichéenne et complètement à côté de la plaque. Piccolo est un voyou. Moi, je pensais plus à son père et son grand-père pour ça. Gumao, c'est un ancien brigand. Goku, c'est quelqu'un qui ne s'occupe pas de son fils véritablement. Il ne l'éduque pas, en fait. Il aimerait l'entraîner, il aimerait le sortir un peu, etc. Mais Chichi veut pas, faut qu'il se couche de bonne heure, il a jamais vu la pleine lune. Enfin, on voit un peu quel quotidien il a. Et après, Goku, il est absent, en fait. Il est mort. Il est à l'hôpital. Il est sur la planète Yarmarat. Est-ce que c'est là qu'on lance le même, parce que Goku est un mauvais père, tout ça, ou j'attends un peu non. Ou j'attends un peu. C'est un excellent père. C'est un excellent père. Parce qu'il soutient son fils dans ses choix. Ouais, c'est ce que je disais. Oui. C'est le seul qui croit en Gohan. Quand Gohan passe son câble contre Chichi, on voit bien que c'est le seul qui a compris ce que voulait faire Gohan. Le seul non. C'est le premier, en tout cas, c'est lui qui a un regard un peu plus bienveillant. Là où tu le vois vraiment qu'il le soutient dans ces choses, c'est plutôt contre Cell. Hein. Oui, quand il lui dit c'est encore plus grillé. Tu veux devenir le plus grand savant de la Terre, ou je sais plus comment il le tourne, mais exactement voilà, ça montre bien qu'il l'accepte et qu'il le soutient là-dedans, et qu'il veut pas d'un Goku bis. Hein. C'est ça. Mais complètement, oui. Mais là, on parle de ce moment-là, c'est un peu ce qui va forger son caractère dans la saga Namek, donc... Et oui. Goku, donc pour toi, il a appris la notion du bien et du mal grâce au livre. Voilà. Moi, je pense plutôt qu'il a appris la notion du bien et du mal parce que c'est quelqu'un de profondément intelligent, Gohan. Oui, bah oui, ça c'est la grosse différence avec son père. Et on se demande d'abord comment c'est possible, parce que quand tu vois la mère et le père, tu te dis c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il est intéressant, parce que je pense qu'il y a aussi cette... Il s'est forgé tout seul. Non, il s'est forgé tout seul. L'abandon par Piccolo, ce n'est pas montré dans le manga, mais dans l'animé, il vit tout un tas de mésaventures. Ah ouais. Il y a les fillers de tout l'animé, d'ailleurs. C'est ce qu'on disait dans les fillers, d'ailleurs. Il est assez autodidacte, Gohan, quand même. Oui. Ah oui, clairement. D'ailleurs, il fait plein de trucs. Bon, c'est que des fillers, mais ça reste cohérent avec son caractère. Oui. Bah, de toute façon, dans le manga, qu'est-ce qu'on nous montre Et c'est un curieux. Oui, c'est un curieux, mais dans le manga... Dans le film premier, ça fait chic. On le voit encore, tu sais, dans la forêt, occupé à regarder un livre sur les insectes. C'est intéressant. En VF. Voilà, sur les cigales. C'est vrai. Bon, c'est les cigales du Sud, qu'est-ce que tu veux? N'empêche, on parle beaucoup de... Il y a des divisions à 4 ans, après. Voilà, c'est vrai, mais on parle beaucoup de Gohan. Et celui qui a eu l'enfance la plus difficile, c'est quand même Piccolo. Parce que le mec, il s'est quand même suicidé à 9 ans pour protéger notre gamin. J'avoue. Oui, 8 ans. Oui, mais c'était beau, tu vois. Ça a permis l'éveil de Gohan. Ouais, j'avoue que Piccolo, il a grandi un peu vite. Non, c'est pas 8 ans, c'est 9, je crois. Il a pas eu d'enfance, Piccolo, quoi. Ouais. Je sais plus si c'est un mec qui ça pousse vite, apparemment. Ouais, je pense qu'il a eu une croissance accélérée, celui-là, quand même. Oui, ça. Je pense qu'il doit y avoir les types combats, un peu comme Nail et Piccolo, qui doivent grandir plus vite pour être aptes à se battre, et les autres qui vieillissent. Ouais, il était pressé. Je pense, hein. Ou alors, simplement, Piccolo Daimao, moi je l'ai toujours interprété comme ça, il était pressé de faire sa vengeance. Il a même pu programmer sa croissance. Oui. Ah, de toute façon, sur Camino et tout. Ah non, c'est pas possible. De toute façon, Piccolo Daimao, c'était ça, il se réincarne presque. Hein, donc, c'est à la fois fils et réincarnation, c'est un mélange un peu bâtard, quoi. Ouais. C'est toujours drôle d'ailleurs quand on voit que finalement Gohan et Piccolo, en fait, malgré la différence de taille, en fait, ils ont pas beaucoup d'âge de différence. Quoi. C'est toujours très comique à voir. C'est vrai quand on y pense, oui. C'est assez comique. Mais voilà, donc oui, je pense qu'il y a quand même une grande évolution du caractère de Gohan quand il va sur Namek et quand il en revient de Namek aussi. Ouais. Hein, et Piccolo surtout. Je pense qu'on peut parler de Piccolo. Et on peut parler de Gohan. Gohan, je suis d'accord. Non mais je suis d'accord, c'est aussi un gros arc pour Piccolo, il est très très bien mis en avant. Clairement, parce qu'il revient sur sa planète d'origine quand même, et il découvre en fait sa planète d'origine. Il ressuscite, c'est le premier ressuscité quand même. Oui. On le ramène sur la planète Namek, donc il découvre pour la première fois ses origines. Bon, il croise pas vraiment de Namek à part un mec qui est en train de mourir.
Je trouve ça très très fort. Parce Ça, que, c'est très triste aussi. En même temps, je crois Mais- que Vegeta les a tous tués. Après, il croise Dende après une fois qu'il a assimilé Nail, mais c'est vrai que sa première rencontre, c'est un mec qui lui ressemble et qui est en train de mourir déjà. Et en soi, Piccolo, son nom Piccolo, ça veut dire autre monde. Oui. Et du coup, je trouve ça trop fort parce que Toriyama, quand il a appelé son personnage Piccolo, ça venait juste de la flûte, c'était juste un démon sur Terre, il n'y avait pas toutes ces. Ouais, c'est le champ toutes ces lexical. histoires Il y avait déjà le langage Namek, mais effectivement, il n'avait pas pensé à. C'est ça, que ce soit Toriyama, des il est doué Namek pour et- se retourner sur ses etc. pattes. C'est un vrai chat, quoi. Ah ouais, Il a un trop don fort. pour improviser a posteriori, ouais. Oui, c'est incroyable. Et ça marche en plus, quoi. Tu pourrais pas savoir qu'en fait, qu'à l'époque, jamais il aurait pensé aller sur Namek ou chez Nico, mais ça marche, quoi. C'est extraordinaire. C'est un peu ça qui est. D'ailleurs, en parlant de un peu de les foreshadowing de Toriyama, tout ça, je pense que à partir du moment où Piccolo a assimilé Nail, juste avant, ils avaient une conversation à propos du fait qu'ils devraient se réunifier avec le Tout-Puissant, je crois. Oui, Et ça, c'est très fort parce que je pense que Piccolo, de là, il a sans doute pas arrêté de cogiter en se disant ouais, c'est vrai que c'est vraiment plus fort et tout. Je pense que l'influence de Nail y est pour beaucoup dans la réunification, voilà, c'est ça. Juste le fameux moment en plein Arc-Ciel. Ça a mis du temps, quoi, depuis Nail. Il a un peu ses souvenirs, sa personnalité, même si c'est Piccolo qui garde le dessus. On le voit avec son rapport avec Dende, par exemple. Oui. Ah putain, oui. Effectivement, je pense que ça a pesé dans la balance au moment où il s'est dit bon, je peux plus reculer. Là, j'ai plus le choix. Il faut que je m'unifie avec celui que je déteste le plus au monde, quoi. Parce qu'il voit bien qu'il a pas le choix. Ouais, c'est vraiment au dernier moment, quand il avait plus rien d'autre à faire, qu'il était obligé, quoi. D'ailleurs, non, ça n'a pas servi à grand chose. Mais... Il y a presque une crise identitaire quand Kulilin lui dit ouais, on est potes, t'as un plan, tu peux nous dire ce que c'est. Et là, il pète un plomb, il dit mais moi je suis un démon, de toute façon, un jour je contrôlerai la Terre, etc. Tu as le relent de fierté comme Vegeta, un peu, tu vois. Ouais, c'est ça, quoi. Non, mais je me mens à moi-même, je suis toujours un démon, etc. Alors qu'en fait. En fait, je me suis sacrifié pour un gamin ça de fait déjà 25 ans. Voilà, ça fait déjà un moment qu'il est dans le camp des gentils. Excusez-moi, quoi. Il fait plus illusion. Voilà, c'est ça, quoi. Et d'ailleurs, Kuririn le comprend tout de suite. Mais oui. Ça, c'était bien joué. On peut dire que Kuririn, il a eu du nez là-dessus. Bravo. C'est un peu la pudeur de Toriyama aussi, je trouve. Il aime pas les trucs émotions ou quoi, donc. Il arrive bien à retourner sur ses pattes à ce niveau-là aussi. Ouais. Toujours. Mais il y a un truc que je me pose comme ça, là. Tac, ça vient de faire lumière là dans mon cerveau. C'est un peu lumineux chez toi. Oui, et du coup, j'étais en train de me dire, mais le début du plan de Kaio, c'est Piccolo qui le met en marche. Ce fameux plan d'utiliser le deuxième set de Dragon Ball, le set terrien. Parce que Piccolo, qu'est-ce qu'il dit au départ, Kaio fait « Non, t'iras pas te battre, je l'ai déjà interdit à Goku, il veut y aller, c'est trop tard, mais toi t'iras pas, gna gna gna. » Il y a tout la team qui dit « Ouais, mais non, mais moi j'attends depuis avant toi, gna gna gna, ça commence à se prendre la tête. » Et t'as Piccolo qui coupe court au truc, qui dit « Mais si je ressuscite, il y a les Dragon Ball de la Terre, bande de crétins, portez-moi sur Namek, je vais aller foutre une branlée à l'autre. » Et vous aurez le set de Dragon Ball. Là, ça aligne tout le monde. Ah, mais ouais, il est pas con, effectivement, gna gna gna. Et ça permet le plan de Kaio après, téléporter tout le monde, garder les Dragon Ball Namek, ressusciter ceux qui sont morts 2 fois et qui ne peuvent pas l'être par Shenlong et qui peuvent l'être par Polunga. Là, pour le coup, il y avait pensé déjà à ce moment-là, je pense. Bien sûr, il y avait pensé, mais c'est là où je trouve que Piccolo rejoint un peu le côté stratège et le côté où il raisonne beaucoup, Piccolo. Il raisonne beaucoup et ce sera réutilisé dans l'arc Boo, où Boo l'absorbe justement pour sa capacité à raisonner, à réfléchir, à avoir pas des introspections, mais des concentrations très fortes qui lui permettent de sortir des plans de fou. Ouais, toute la sagesse de Piccolo. Ouais. Ouais, bah oui, c'est d'ailleurs pour ça que Goku confie Goten et Trunks à Piccolo, parce qu'il sait très bien que c'est... Exactement. C'est clair, depuis sa naissance, il est plus stratège que son père. Il est plus stratège, et à chaque assimilation, il gagne en stratégie, notamment quand il absorbe la sagesse. Ouais. Et avec Dieu, il a une sagesse beaucoup plus grande. Sagesse divine. C'est ça. On le voit dans chaque arc, de toute façon, oui, il est toujours dans la stratégie, dans la fourberie aussi, quand il essaye de faire le mort. Vain lui tire dessus pour essayer de tirer les vers du nez. Quand il se laisse absorber le bras par Cell, enfin, à chaque fois, il y a toujours des... Ouais. Oui, il est dans le cerveau de garçon. C'est vraiment le tacticien du groupe, quoi.
Mais surtout depuis qu'il a fusionné avec Dieu, où clairement, là, il y a quelque chose, on le voit plus discret encore, moins énervé, toujours les bras croisés dans son coin, et très intérieur, beaucoup plus intérieur, comme l'était Dieu, justement. Et c'est en là où il change de trait aussi. Hein, oui. C'est ça que je trouve fascinant aussi, c'est le dessin. Oui. Même avec Nail, je trouve que le dessin, il change pas. Ça change pas du tout comme avec un végétaux, quoi, tu vois. Mais tu sens une différence. Ouais, c'est plus le même visage. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il faut l'appeler maintenant Kamikolo-sama. Ah oui, j'adorais ça, Kamikolo. Ah mais Goku, quand il a changé ça, ça m'a tué à chaque fois, quoi. Dieu Colo, quoi. Oh, Kamikolo-sama, t'es obligé de m'appeler comme ça. Il dit quoi dans la Perfect Edition, du coup? Puis-Colo. Puis-Colo, je crois, il l'appelle Puis-Colo. Tout Puis-Colo. Dans la V1, c'était Dieu Colo, du coup. Oui. C'est logique. Dans la Perfect Edition, je sais pas. Perfect, c'est peut-être Puis-Colo, ouais. Je crois que c'est du coup, ça fait un meilleur jeu de mots. Oui. C'est tout petit cœur. Tout petit cœur. Ça aurait été fantastique. Moi, je me posais la question, en fait, je vous pose la question à vous. Est-ce que la saga Namek aurait fait une belle fin pour Dragon Ball et pas continuer après pour moi, oui. Je veux bien... Vas-y, explique-nous tout ça. Ouais. Tu peux. Du coup, puisque tout à l'heure, on était en train de parler de Vegeta, t'as la fameuse scène où... que je crois que le chapitre s'appelle même Les larmes de Vegeta, où t'as vraiment Vegeta qui implore Goku de le venger auprès de Freezer. Et donc après, on a la scène où t'as Goku qui l'enterre et tout. Fort, et pour moi, à partir de ce moment-là, t'as vraiment Goku qui assume son rôle de héros. Il se positionne vraiment en tant que figure héroïque dans le récit. Et il dit un truc genre Vegeta, je vais prendre un peu de ta fierté. Je suis un Saiyan qui a été élevé sur Terre et au nom de tous les Saiyans et Namek qui sont morts par ta faute, je vais t'exploser. Et vraiment... comme tu dis, oui, le rôle de héros, mais plus que ça, le rôle, il accepte son héritage Saiyan pour la première fois, en fait. Ouais, totalement. Oui. Et tu sais, il y a ce truc où Goku, il a toujours été là involontairement, en fait. À chaque fois qu'il a sauvé la Terre, c'était parce qu'il voulait se mesurer à plus fort que lui, ou alors que c'est un jeu de circonstances. Certes. Ouais, voilà. Il y a quelque chose qui fait écho, qui est très intéressant à entendre de la bouche de Goku, c'est qu'il lui dit effectivement, je vais prendre un petit peu de ta fierté, et au nom de tous les Namek et de tous les Saiyans que tu as massacrés, je vais te buter. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Il veut venger les Saiyans. Et tu as Frieza, une fois que Goku est devenu Super Saiyan, qui fait tu prends tes grands airs, tu fais beaucoup de critiques, mais vous, les Saiyans, vous en avez pas anéanti des gens? C'est pour ça qu'ils ont été détruits. C'est pour ça qu'ils ont été décimés. Yes. Les yeux, le regard fermé, ils ne bronchent pas. C'est pour ça qu'ils ont été décimés. Ouais, très fort, ouais. Dakara Kolobita ou un truc comme ça en japonais. Parce qu'en plus, c'est le seul justement qui peut faire ça, vu que lui, il a rien à se reprocher de ce niveau-là. Il a juste un héritage génétique. Ouais, il a rien à se reprocher, lui. Donc, il est. Enfin, l'armée du Red Ribbon, tous ceux qu'il a cramé vif. Je parlais en tant que. En même temps, il a un peu cherché aussi. En tant que mercenaire de l'espace, si tu veux. Oui. Mais c'est un membre du gang de Bojack, je sais pas. C'est ça. Mais effectivement, c'est un peu le seul qui pouvait du coup se dresser devant Frieza sans avoir honte. C'était légitime. Voilà, c'était la légitimité de son action plutôt, effectivement. C'est vrai. Donc tout ça, pour vous, ça aurait fait une belle fin de l'histoire, quoi. Bah, moi, ça aurait été une belle fin parce que j'aime pas les histoires qui finissent sur un happy end complet. Le mariage de Goku avec Chichi, je trouvais que c'était un peu niais. C'est mignon, hein, c'est touchant. Tu dis, putain, on l'a vu arriver, il savait pas ce que c'était qu'une fille, maintenant il se marie. Il arrive et il a un gosse. C'est touchant tout ça. Hein. Et encore, la dernière case dans le manga, ça fait pas niais. C'est vrai. C'est avant le mariage, quoi. C'est avant le mariage. Mais en tout cas, bon, je voyais ça un peu trop happy end. La fin de Z est un peu trop ouverte. La fin de GT, ils ont massacré Goku Junior. Ils en ont fait un mini Goku, un mini Goten, mais personnage que j'estime énormément. Et bon, bref. Du coup, si toutefois le manga s'est arrêté là, moi j'aurais voulu effectivement vraiment la mort de Goku, le héros meurt en fait. Putain, tu démarres avec lui, à la fin tu finis ton manga, il ressuscite pas gros, il est mort. Ça te laisse quelque chose, t'es pas indifférent, tu te dis merde, t'es là, tu rouvres ton bouquin, tu te dis putain, y a pas une page de plus où il revient. Ouais. Alors qu'il est arrivé au summum de... Il est là, il arrive au summum, mais la statue c'est ça en fait, c'est le piédestal s'est écroulé et la statue est morte avec quoi. C'est ça, parce que le truc c'est que Goku, son but en tant que héros du shonen,
là où Luffy veut devenir le roi des pirates ou Naruto veut devenir Hokage, lui veut être le plus balèze, quoi, surpasser toutes les limites et être le plus puissant de l'univers. Je pense pas le caricaturer, genre. Et une Non, fois c'est qu'il est ça. devenu le Super Saiyan dont on nous a parlé depuis des chapitres et des chapitres et des chapitres, il devient l'être le plus puissant de l'univers en battant quand même Frieza, qui est le tyran intergalactique qui décime des planètes. Enfin, genre, le symbole, il est assez fort. Et, Oh oui. et justement, le truc, c'est qu'en devenant Super Saiyan, en devenant ce personnage le plus puissant de l'univers, c'est son orgueil qui le perd parce qu'il tient à rester combattre sur Namek. Bah, d'ailleurs, Et la mise en scène à ce niveau-là, elle est très très bien faite dans le manga, en tout cas. J'ai plus ça en souvenir, c'est pour ça. Quand il rage de ne pas pouvoir partir de la planète, quand il essaye je n'ai pas de chance. avec les navettes et tout, il n'y arrive pas. Et là, tu le vois qu'il rage contre lui-même, en fait, contre le sort et tout. Ouais. Et donc, et là, tu y crois à sa mort. C'est vrai, c'est vrai. La musique est très très bien, la musique avec les orgues là, qui est une musique du film 4 de Dragon Ball Z, quand Slug devient un géant, c'est cette musique qui est utilisée. Je trouve très très bien, j'aime beaucoup le Zenkai. Moi, la fin idéale, vraiment, Goku meurt, la planète explose, Yamcha entre en télépathie avec Bulma, annonce la nouvelle telle qu'on le connaît en fait, hein, jusque-là c'est pareil. J'aime beaucoup le combat Gohan contre Vegeta, De la l'anime. ouais, c'est un très 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 beau combat. Yamamuro et Teruya Saryu ont fait un très très beau travail vraiment. On se souvient même pas de ça. Oh, il est Oui, magnifique ce passage. c'est très bref, hein, mais on voit Gohan C'est qui bref, s'affirme mais devant Vegeta, quoi. j'aime D'accord. beaucoup Bulma qui veut les empêcher, dire mais Gohan n'y va pas, et t'as Piccolo qui met sa main sur l'épaule de Bulma, il ne bronche pas, il regarde juste son élève comme ça se dresser contre Vegeta. Il le regarde fièrement, tu vois, Piccolo fièrement mais durement en disant vas-y, mets-lui en une parce que c'est mérité. Et, Exactement. et tu as Gohan donc du coup qui se dresse contre Vegeta, et finalement Vegeta bien entendu prend largement le dessus, finit par terrasser Gohan qui l'envoie s'exploser au sol. Gohan a le visage en sang, et en fait là tu as les premières larmes du fils. En fait le déni n'y est plus, en fait, parce qu'au départ c'est du déni, il dit non, mon père il va revenir, il va venir t'en coller une. Donc là tu retrouves un peu le Gohan sorti un peu de ses responsabilités, un peu dans son doux rêve, tu vois, la vision d'un enfant, mais de toute façon mon père il est plus fort, il va revenir, et c'est un Super Saiyan maintenant, etc. Et une fois qu'il est éclaté au sol, ça lui a ouvert la tête, là ça lui a... il est mort, il est mort du coup, le petit salaud. Non, mais c'est ça lui a ouvert l'esprit, mais là au propre configuré, là ça lui a éclairé les esprits, ça lui a refait un petit choc. C'est vrai. Et en fait, non, le déni, il est mort, là, ça y est, son père est mort. C'est là qu'il réalise, oui, tout à fait. Cette scène, moi, elle me bouleverse à chaque fois. Je me dis, putain. Alors, l'épisode d'après, il casse complètement ça parce que t'as un. Le Vegeta, il est là, Gohan, il est soigné, tout le monde va bien, ils se sont pas pris la tête. Enfin, oui, c'est vrai, ça, ouais. C'est complètement con. Donc, bon, c'est dommage. Mais c'est ce qui est dans le manga. Mais en tout cas, s'il y avait eu une fin, moi, j'aime bien cette fin avec un Gohan qui, du coup, fait son deuil. Il fait pas son deuil, mais il accepte la vérité, il l'a pas encore fait le deuil. Ouais, Moi, ouais, j'aurais aimé qu'on voit effectivement un Gohan un peu tristouné, comme ça, avec un Piccolo qui le regarde de loin, et je lui dis, on reprend un peu l'entraînement. Maintenant, tu peux te consacrer tes études, mais au nom de ton père qui ne veut pas ressusciter. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Piccolo prend la relève, un père distant, entre guillemets, un père de substitution. Gohan se forge un tracé dans les études, tel qu'on le connaît, et on le voit pas forcément grandir, on s'en fout. Après, on le sait, c'est une fin un peu ouverte, mais t'as pas besoin de le voir avec une tête d'intello pour comprendre que ce sera son évolution. Oui, clairement. Je pense que j'aurais aimé voir ça, simplement, avec, tu sais, l'épisode se finit sur Gohan qui, effectivement, tête en sang et tout, et après avec un ending, avec des images incrustées, soit des illustrations, soit des images animées, mais sans dialogue, juste avec un ending, pas forcément un truc où fait pleurer les violons, mais tu vois, un truc un peu punchy de Kageyama, mais avec une note d'espoir, un peu comme certains endings des films qui sont un peu plus doux, tu vois. Ouais, c'est-à-dire, par exemple, dans le film, c'est film 11 ou le 12, où tu vois un peu toi, Gohan qui assiste un peu à la naissance de Goten, là, toi, ça parle pas, 9, mais... 9, voilà, merci. Ça parle pas, mais en même temps, tu vois un peu les scènes c'est ça. qu'on n'a pas vues, tu vois, entre guillemets, entre les deux sagas.
Moi, j'aime bien tout ça. J'aurais aimé une fin comme ça, chantée avec Kageyama, et puis des images comme ça, et peut-être à un moment donné où t'as un solo où t'as plutôt Kageyama qui chante, j'allais dire Toriyama, Kageyama qui chante. Toriyama qui chante, ça aurait été beau. Je veux. Non, mais un Kageyama qui arrête de chanter, juste l'instru comme ça, puis Piccolo qui vient chercher Gohan en disant allez, viens, on reprend le combat, tu vois. Puis après, ça repart sur les champs. Ce serait oufissime, un truc comme ça. Tu me fais rêver. Juste Goku comme ça, tu sais, juste les fameuses images qu'ils ont mis dans le ciel comme ça, avec Bulma qui lève les yeux comme ça, puis t'as une image de Goku comme ça. J'aurais bien aimé une image de Goku, ou simplement tu le vois chez Kaio poser sa main dessus comme ça, et je sais pas. Et sourire, un truc. Juste un sourire, sans se manifester, parce que c'est pas son genre. Avec le fameux regard dont tu parlais, qu'il a le posé regard dont je parlais tout à l'heure, mais ce serait complètement dingo, un truc comme ça. Moi, je chiale devant un truc comme ça direct. Je pleure, moi, devant une fin comme ça, mais je suis fini, moi, ça me termine, un truc comme ça. Je suis fini, je suis un poulpe pleureur, tu vois. Ah ouais, là, je me liquéfie. Mais objectivement, ça aurait été une bonne fin. Après, ce n'est pas celle que Toriyama nous a donnée, parce que je pense pas qu'il aime faire trop dans l'émotion. Mais moi, c'est peut-être ce que j'aurais dessiné, sincèrement. J'aime pas les fins qui finissent trop bien, moi. Il aime bien le drame et la tristesse. Non, pas forcément, mais j'aime bien quand c'est l'obscur de la force. J'aime bien quand il y a une part de réalisme, de se dire, putain, tout n'est pas gagné, en fait. Il y a quand même eu derrière des morts, quoi. Tout n'a pas été une réussite, parce que, à la fin, c'est un carton plein, quoi. Goku, il entraîne la réincarnation de son pire ennemi qui a buté la Terre complète, quoi. Mieux qu'un bingo, là, c'est jackpot, quoi. Non seulement il devient le maître de son dernier adversaire, l'être le plus malfaisant, qui a terrassé les dieux et tout, mais tout le monde est revenu à la vie. Mais justement, je repense à ça. Si tu fais une fin comme ça où Goku n'est pas ressuscité parce que, par exemple, on trouve pas de solution en fait de déplacer l'âme, Kuririn aussi reste en martyr. Et alors ? Non, mais les deux élèves, moi je vois bien Kame Sennin. Ça donne du sens au Super Saiyan si Krillin ne revient pas aussi. Je dis pas que c'est un problème, je soulignais juste le détail que lui ne devait pas être ressuscité du coup. Chaozu aussi, tu vois. Et c'est pareil, là tu te dis le manga après un tournant qu'on n'attendait pas, c'est encore pire. Chaozu il pouvait être ressuscité puisque de toute façon il était mort sur Terre. Oui, il y a les Dragon Ball de Namek, c'est vrai. Il n'y aurait eu que Goku et Kuririn qui seraient restés morts en martyr en fait. Les deux meilleurs amis. Mais tu vois, on est parti loin là. Mais juste une image de Kame Sennin avec une photo de ses deux élèves comme ça. Ouais. Oh là là. Bah oui. Mais ce serait tellement fort, un truc comme ça. Ça aurait été une belle fin, je trouve. Non mais Bisou, tu veux faire pleurer tous les téléspectateurs qui. Mais effectivement, qui se téléspectatent. Comme tu l'as souligné, ils vont arrêter de se téléspectater là, ils vont partir. Ah oui, ils vont tous aller. Ils sont en thérapie là. Mais comme tu l'as souligné, c'est tellement pas Toriyama ça. Mais non, tellement pas. Ah bah clairement pas. Non, pas du tout là. C'est. Là, on s'est complètement. Même la fin de Cell colle plus à son style, on va dire. Oui, parce que là, Goku est vraiment mort aussi. Mais Goku, du coup, il choisit de rester mort pour le coup. Ouais, genre j'attire les ennemis sur Terre. Ça a une autre force aussi. Je trouve que celle-là aussi aurait fait une belle fin pour moi. Oui. Accomplissement derrière aussi. On sent que, pareil, ça peut rester ouvert. On sent que Gohan va finir ses études, il a sauvé le monde, etc. Quoi. Ouais, on voit qu'il a repris le flambeau, entre guillemets, de son père. Ah, mais ça me parle moins. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça moins fort, en fait. T'es pas assez Gohan fan, à mon avis. Si, justement, parce que là, qui reste Gohan, après une défaite de l'Arc Namek, enfin une défaite, en tout cas un carton pas plein de Goku, parce qu'il a peut-être vengé son meilleur ami, il a terrassé Frieza, et puis par un dernier geste... Victoire mi-figue, mi-raisin, quoi. Voilà. C'est pas les raisins. Et du coup, c'est vrai que j'aurais aimé... Ouais, peut-être une fin. Puis Gohan est plus jeune aussi. Je pense que c'est plus poignant en fait, parce qu'il doit se construire tout seul, il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas le regard paternel, il n'y a rien quoi. Un Gohan encore en devenir là. C'est ça, l'Arc-Cell, Goku dit t'es grand maintenant, tu peux te prendre en main, tu vois, bon, non, psychologiquement non, mais... Oui, il est grand, ça dépend des animateurs en fait. Voilà aussi, mais dans sa tête, pour il un est plus mature. demi-Saiyan, ça va, il est grand. Oui, c'est vrai qu'ils de toute façon ils sont envoyés comme son bébé, donc ils sont grands dès qu'ils ont 6 semaines, donc ça va. Mais oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Là, Gohan, tu te dis, il doit tout faire tout seul, tout accomplir tout seul sur l'Arc Namek, quoi. C'est si son père meurt, quoi. Il y a un aspect de la fin de la saga Namek qu'on n'a pas évoqué. Et Mizuto, je sais que t'aimes pas ça, mais c'est le truc un peu prophétique, du coup. Là où
Enfin, en fait, c'est surtout si tu prends soit Dragon Ball Minus, soit le TV Special avec Bardock. C'est les deux, ils se concluent sur une note où dans le TV Special, t'as j'arrive pas à le dire, TV Special, t'as Bardock. Tu peux dire téléfilm, je crois que c'est bon. Tu peux dire C'est téléfilm, oui. Le téléfilm. Il y a Bardock, il a une ultime vision de son fils qui vient à bout de Freezer. Et là, il y a un aspect un peu élu, un peu, il a un destin à accomplir. Oui. Ou Alors, non, l'ultime vision, c'est Freeza en finale contre Goku. Ouais. Bardock, il voit même pas l'issue du combat. Ah, mais c'est très suggéré que. C'est suggéré, c'est vrai, il a raison. Il a un sourire. C'est très suggéré quand même. C'est très suggéré. En fait, tu vois. Saiyan ni rien, quoi. On voit... Oh, non, on se serait spoilé. Mais de toute façon, il n'avait pas de design à ce moment, il me semble, le Super Saiyan. Mais tu sens que lui, il le voit, mais c'est pas montré. C'est ça. Dire. Voilà. Tu sais, mais voilà, tu le vois, tu le sais que c'est ça. Il sourit pas pour rien. La dernière vision, ils sont face à face. Et celle qui n'est pas montrée, qui n'est pas illustrée, qui est sous-entendue, mais qui est révélatrice avec ce sourire, c'est s'il sourit, c'est pas que c'est son fils qui perd, quoi. C'est que l'autre, il doit lui en mettre, il doit lui mettre une espèce de volet. Peut-être que sur la fin, Bardock, il préférait que ce soit le Freezer qui gagne, on sait pas. Après, il y a le fameux mème où il s'associe avec Frieza contre Gillette. Oui. T'as Bardock qui est en mode attends quoi? Et il meurt. Non. Après, en vrai, Bardock aurait dû se dire mais c'est qui ce mec? Ah mais oui, puisque la forme Frieza, finale... il le connecte sous une forme, tu vois. Oui. Ouais, c'est vrai, ouais. Après, ça a une petite ressemblance quand même. Hein. Ouais, il y a un air de famille, mais... Et aussi, du coup, si on prend Jaco the Galactic Patrolman comme tome 0 de Dragon Ball, comme Toriyama semblait vouloir faire en 2013, qui du coup s'arrête avec Dragon Ball Minus, titré L'enfant du dessin, je trouve que ça a beaucoup de sens si l'arc Frieza était la fin du manga, puisque à ce moment-là, oui, l'enfant du destin a accompli la prophétie, il a vaincu celui qui avait décimé son peuple, et à force d'efforts, il a dépassé le prince, blablabla. Ça s'imbrique parfaitement. Bon, du coup, on s'est bien débrouillé pour ne pas parler de Zabon. C'est bien. C'est pas mal, hein. Ouais, je trouve aussi. Allez, je vous laisse Bravo faire. à tous. Je vous laisse faire. Alors, je vais juste dire un truc sur Zabon. J'adore Patrick Borg quand il le double dans DBZ. Son meilleur rôle, c'est Zabon. Ah, j'en ai aucun souvenir. Tu vas faire plaisir à Shana. Ah ouais, c'est vrai que c'était lui. Qu'est-ce qu'il est génial. Moi, Zabon, je le trouve génial avec Mark Lesser sur le téléfilm. Oui, il est très bien. Il a un ton très doux, très Mais avec noble. Avec Patrick Borg, c'est encore plus maniéré que ça. Et c'est beaucoup plus... Il faudra vraiment que je l'écoute après le podcast. Et la voix monstrueuse aussi quand il se transforme. Mais il est incroyable, Patrick Borg, sur ce rôle. J'adore Shuayami, je préfère la VO, clairement, qu'on se le dise. Mais Patrick Borg dessus, c'est vraiment pas loin derrière, quoi. C'est vrai que son acting était vraiment très 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 bon. Mais d'ailleurs, j'aimerais vous poser une question sur l'arc Namek. Quel est votre moment de l'arc Namek, le moment phare, quoi? Ouh là là, je suis pris au dépourvu. Non, on va demander à Gohan à ce moment-là. C'est voulu. Non, attends, en vrai... en vrai, c'est le Super Saiyajin, je pense. C'est évident. Et alors, trop facile. Je me doute un peu de la réponse, parce que c'est le cas pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pour une grande majorité. Même moi. Version animée ou version manga? En vrai, juste pour ce moment, peut-être l'animé avec... Ah oui, ouais, l'animé en fait. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus rallongé, il y a les effets climatiques, il y a le cri du Ozaru en fond. Il y a plus d'emphase dans la mise en scène, on est d'accord. Même moi qui suis plutôt de l'école manga, je reconnais que la version animée est meilleure en mise en scène. Sur le Super torrents, là, c'est un exemple. Et la transformation en elle-même, les veines, le cri Ozaru. Voilà, c'est un exemple. Alors, c'est pas le cri Ozaru, c'est pas le cri Ozaru, c'est juste Masako Nozawa avec des 4 octaves en moins. Ça le rappelle, oui. Je veux dire, ça fait quand même un clin d'œil. Je pense que c'est voulu. C'est voulu, quoi. Ça fait moi, je pense juste qu'ils ont juste voulu donner un côté super grave, tu vois. Ça rappelle un côté bestial, quand même. C'est ça, voilà. Mais je pense plutôt peut-être bestial, mais peut-être aussi le cri de la colère, tu vois. Ouais. Goku qui va chercher ça au fond de ses tripes et qui le ressort en disant bon, maintenant c'est fini, marre du cœur pur, je vais te niquer ta mère. Tu vois, il a niqué sa mère. Enfin, on sait pas qui est sa mère de Freezer, mais...
Alors, des gens croient que c'est quelqu'un d'autre. Hein. J'ai niqué ton frère. Il le fait. Il le fait Plusieurs après, fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Deux fois dans 2 films. Non, mais c'est ça, je trouve que c'est un excellent exemple d'un rallongement de l'anime, mais qui est bien. Ah ouais, mais quand il Parce a que là, ça l'espace, mais sublime qu'il vraiment lève la la scène tête. du manga, quoi. Quand il y a des espèces de spasmes mais qu'il lève la tête avec les cheveux dorés à plusieurs. Voilà, c'est ça. Puis bon, Ah, Oui, quand Masaki ça- Sato. hein. c'est ce que j'allais dire, il me semblait que c'était bien Masaki Sato. Bon, c'était pas n'importe qui non plus. Quand il y a du Et- lag dans ses cheveux, là, ouais, c'est sympa. C'est génial, moi, je trouve. Hein. Non, mais après, je trouve qu'en plus, c'est l'intérêt et le but d'une adaptation animée. Ah oui, clairement. C'est le langage du média qui est comme ça. T'es pas dans une BD. Ah, clairement, Donc, clairement. c'est là où clairement il fallait mettre l'emphase sur la mise en scène. Et c'est fait parfaitement, d'ailleurs. Du coup, Shonen Gohan, ton moment, toi, c'est quoi dans cet arc? Moi, c'est quand Gohan se transforme en Super Saiyan. Ah non, c'est pas possible. Ça sera un peu plus tard. Ou dans une. C'est quand on voit Gohan avec la coupe au bol pour la première fois. Ah non, mais là, j'étais choqué, quoi. Surtout que sa tenue de gentil garçon, là. Et le Oui, truc le plus le cliché boy du scout, monde. là. Hein. Je veux ça dans un jeu vidéo, moi. Dans la plupart des grandes des traditions japonaises, non. Non, c'était pas mon moment préféré. D'accord. Surtout que j'aimais beaucoup la coupe. Non, mais j'avoue que oui, qu'est-ce que je pourrais dire de très original. Bah forcément, moi je pense que les coups d'éclat de Gohan, forcément, ça m'a toujours plu. Sa rage contre Frieza, forme 2, là. Voilà, Naoto Shishida. En plus, c'est tellement bien animé. Je veux dire, même s'il y en a une, c'est pas une où il y a Uchiyama quelque part ou. Dans le deuxième épisode contre Frieza 3ème forme, je crois que c'est Taichiro Ohara. Enfin, c'est pas non plus Et alors, après la catch, tu as effectivement Uchiyama quand Gohan il a la boule au-dessus de la tête, que tu as un gros plan sur ses chicots, et qu'après il lance la boule sur le sol, ça c'est Uchiyama. Voilà, et ben en même temps, c'est quand même joli. Encore une fois, c'est camouflé par les effets spéciaux de lumière, surtout. Voilà, donc c'est bien quand même. C'est du cache-misère, mais ça va. Voilà. Laisse-le profiter de son moment. Voilà, on s'en fout. On s'en fout. Que le dessin, en fait, ce serait intéressant de voir le cellule, là, un jour peut-être. Tu verrais les dogas, moi je suis tombé dessus. Voilà, ça tombe, c'est ultra moche, mais en fait, quand tu mets tous les trucs ensemble, ça fait joli, quoi. Et c'est ça qui est bien, du coup. Oui, et toi tu le sais bien, l'union fait la force. Voilà, exactement. Très belle référence à mon plat veille. Mais oui. Et donc toi, Mizu? Eh ben, il y a un moment que j'aime beaucoup. C'est quand Goku est à bout de force et que t'as Krillin et donc Piccolo s'est fait empaler, il a transpercé, et t'as Goku qui fait prenez mon vaisseau, vous foutez le camp. Et t'as ce moment de frayeur où t'as Goku en fait il est carrément en train de perdre son sang-froid parce qu'il sait plus quoi gérer, il a plus de force, il sait qu'il pourra pas tenir un deuxième round, que Frieza il a encore assez de force pour tous les liquider un par un, d'ailleurs il le fait savoir. Et t'as Gohan qui fait non, moi je vais rester et venger Piccolo. Et t'as Goku là, il perd son sang-froid, il dit non, c'est bon, il y a eu assez de morts, vous dégagez et vous allez me gêner. C'est ça que vous voulez? Vous allez me gêner là. Vous allez être un poids mort pour moi. Donc en fait là, il pète complètement les plombs Goku. Et en fait, la victime suivante, c'est Krillin. Ce passage-là, entre le moment où t'as Gohan qui dit moi je reste et je veux venger Piccolo et le moment où Krillin se fait buter, tu passes dans un autre monde là. Tu pensais que le Genki Dama il avait marché, juste avant on t'avait fait baver avec le Kaioken x20 et le Kamehameha, tout semblait rentrer dans l'ordre. Piccolo qui fait une petite caressage de cheveux de Gohan juste avant en disant alors ça va aller, c'est bon, tu t'es bien battu, je sais pas quoi, machin. Krillin qui s'ouvre aux autres, qui dit maintenant je rentre et je veux me marier, tu vois. En fait, t'avais relâché la pression, tu dis ça y est, le combat était long, hein. Le combat était long avant. Et c'est reparti, putain. C'est reparti, mais en pire qu'avant. Parce que là, il n'y a plus rien. Toutes les bottes secrètes de Goku, même le Genki Dama, qui n'est jamais été aussi gros, n'a pas marché, et l'autre, il est à peine blessé. Tu vois, il manque un morceau de queue, il a un œil crevé. Ouais, cool. Ok, on fait quoi, là? Et ce moment-là, il me sidère tellement il est bien foutu dans l'animé. C'est pas les meilleurs animateurs dessus, hein, même si c'est un épisode de Maeda, c'est pas les meilleurs, mais j'aime bien ce passage, et moi je pense que ce serait peut-être celui-ci. J'aime beaucoup l'intervention de Gohan contre Frieza, là, de Shida, dont on parlait avec Shonen Gohan juste avant, contre Frieza deuxième forme. C'est beau. Je pense que ce serait ces deux-là, et si je devais choisir le manga,
dans le manga, j'aime énormément. Il y a tellement de passages. Je crois que c'est quand Goku il met sa raclée mais il rafale Frieza, il tire à balles réelles, il lui met ses 4 vérités sous le nez, tu vois, et qui se détransforme et qui s'envole. Quand Frieza lui... Ah, après la transformation, tu veux dire? C'est-à-dire qu'il est transformé, il lui dit maintenant tu vas te faire tout petit, tu vas raser les murs, je te laisse la vie sauve pour que tu profites de cette défaite que je viens de t'infliger, cette correction, cette humiliation. Et il s'envole, il lui dit maintenant profite un peu de la vie, essaie de changer, d'être un type au moins correct. Et il dit, je me fais pas de soucis pour toi, t'arriveras à t'en sortir même si la planète explose. Maintenant, moi je m'en vais, je vais retrouver les miens. Et j'aime beaucoup ce passage. C'est dans ce passage-là justement qu'il y a une case qui en fait est particulièrement bien retranscrite dans l'anime, je trouve, où quand Goku a son regard très particulier à la fois de dégoût, de pitié, incroyable, c'est vrai qu'on en a pas parlé de ça. Voilà, alors ça c'est encore après, parce que Frieza n'a pas été encore coupé en deux. Oui, c'est après, avant qu'il l'achève en fait. Frieza après ça. Ah non, mais le regard de culpabilité, c'est même après le Bakayalo, c'est Freezer là, il existe plus du tout. Oh oui, il est fini là. Voilà, c'est ce qu'on croyait, mais en fait il va revenir. Cette case-là est magnifique dans le manga. Dans l'animé, c'est moins réussi, c'est vrai. On ressent juste la colère en fait, alors que normalement bien retranscrite par contre dans Kakarot pour le coup. Ah oui. Moi je l'aime pas du tout cette case. Ah d'accord. Dans Kakarot, dans le jeu vidéo. Oui. Ouais, non, ce passage m'a fait ni chaud ni froid, je l'ai vraiment pas trouvé chouette. Non, mais je parlais au niveau du dessin. Ouais, bah c'est ce que je dis. C'est beaucoup plus proche que ce que l'anime. C'est proche, mais c'est dénaturé quand même. Je m'y retrouve pas, c'est pas Goku pour moi. On est d'accord pour dire que dans le manga, cette case est... Sachant que le manga était indétrônable sur ce coup-là. Ah oui, mais je vais même vous dire, même si Toriyama, même si Nakatsuru, genre leur style que je vénère l'a dessiné, je pense que je serais quand même pas... Ça reste la case du manga que je préfère, donc voilà. Mais ouais, vraiment dans le manga, le passage où Goku il enchaîne Frieza sur 3 pages, c'est jouissif à souhait, mais vraiment. D'accord. Et toi, Kusunagi, alors du coup? Moi, je vais parler plus du manga que de l'anime, parce que de souvenirs du manga pour tu es team manga. Et je suis team manga, même si j'adore l'anime, enfin les qualités que ce soit l'acting, mais je suis plus manga aussi. Les musiques, etc. Enfin, c'est indétrônable pour moi. Oui. Mais bref, c'est pas le sujet. C'est vrai que c'est compliqué de choisir. Il y a tellement de passages qui sont forts. Mais un qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais gamin en disant ça, c'était le retour de Piccolo. Je trouve que place qu'on a assisté. Il arrive comme ça après son power-up avec Nail. Frieza contre qui on peut encore rien faire et que lui il arrive et qu'il l'enchaîne. Donc j'étais plutôt content de revoir Piccolo sur le devant de la scène à ce point-là, surtout après sa mort contre Nappa, quoi. Mais sinon, le passage qui m'avait vraiment marqué, je pense, c'est quand Frieza il arrive en forme finale. Vous savez, il y a le nuage qui se dissipe. Parce que d'habitude, ces transformations, on la voyait en temps réel. On voit son corps grossir entre la première on voit muter. Voilà, on voit muter entre la première et la deuxième forme. Là, il y a le suspense qui est entretenu, quoi. Entre la deuxième et la troisième forme, on le voit bouger aussi. Donc, il reste monstrueux, parce qu'il a des cornes, il a des... La troisième forme, c'est Alien. Hein, donc, il a toujours un chara-design qui est quand même plutôt monstre que extraterrestre. Mais... Puis après, on part sur Cashman, le combattant rémunéré. Mais je trouve que justement, moi, c'est la forme finale qui me faisait le plus flipper. Là, avec son visage blanc, ses yeux froids. Voilà, tout passe dans le regard, surtout dans les persos de Toriyama, je trouve que tout passe dans le regard. Et la première fois que tu vois Frieza en forme finale, donc déjà, t'as rien vu de sa transformation, tu sais pas à quoi ça va ressembler. Il y a le nuage qui se dissipe, là tu le vois, forme totalement épurée, à la place. Beaucoup plus beau que ses 3 autres formes. Oui. Et son regard est tellement froid. Là tu comprends qu'il porte ce nom en fait. Là, il est super froid, super sérieux. Tu te dis, là, il est sérieux, là, c'est foutu, quoi. Et tu le vois tout de suite après. Il parle plus, il fait plus le fier. Il est plus en train de dire, ouais, je suis beaucoup plus fort qu'avant, quoi. Il dit rien. Il bute
Il bute direct Dende, et il tue Dende. Il fait Le salaud. boum. Bam, voilà. Et t'as rien vu venir. Et ouais, ce passage-là, c'est pas le climax de l'arc, mais c'est un des climax pour moi. Ouais, c'est marquant, quoi. Et voilà, là, ça rigole plus. Pour moi, l'apogée de l'animé, c'est clairement le moment où t'as Goku qui met des claques à Frieza. Je sais pas si vous vous souvenez de ce passage. C'est qui l'animateur qui a pondu cette Ebisawa. merde Yuki En dessous d'un Ebisawa, Megazord. Ouais, c'était magnifique, hein. C'est Yuki Ebisawa, il est dégueulasse. Goku, il ressemble à une espèce de Goldora, quoi. Il donne est envie de moche. pleurer. Goku de Rack, go, rétro laser en action. Non, c'est pas ça. Et justement, même le passage dont je parlais dans le manga, la transformation, dans l'animé, j'aime bien, mais il y avait pas ce... comme pour Goku tout à l'heure dont on parlait, le regard est pas du tout pareil. Ouais. C'est ce visage qui a l'air tout innocent en apparence, tout... C'est dur de le décrire, en fait. Pas d'expression faciale, ouais, il est très pur. En fait. Parce qu'en même temps, il y a de la culpabilité, de la tristesse. Pureté. Non, mais je parlais de Frieza, là, pour le coup. Oh, pardon. Il y a la même chose. En fait, je trouve qu'il y a la même chose. C'est vrai que Freezer, il est pur et innocent. Mais non, mais le visage, Du coup, dans le manga... persuadé que... Pardon. Dans le manga, le visage, il n'y a pas d'expression faciale, il est stoïque, tu vois. Et le regard aussi, glacial, stoïque. Alors que dans l'animé, il a quand même une petite expression. Mais il bouge déjà, il bouge. Et il bouge, oui, mais... C'est juste les premières secondes d'apparition, et je trouve que ça fait pas le même effet. Rien que ça. Ouais. Pourtant, le manga, l'animé est pas mal. C'est Taichiro Ohara sur ce passage aussi. Ah oui, je dis pas le contraire, mais ça donne pas le même... Mais clairement pas. Ohara, il est loin derrière Toriyama. Loin derrière. En plus, ils ont choisi de faire quelque chose, de faire une sorte de rotation. Ohara, qui est un spécialiste de la rotation, d'ailleurs, des caméras en rotation comme ça. Mais ça demande beaucoup de dessin, une rotation. Parce qu'il faut montrer X angle de vue. Bref, ça tourne, ça monte en même temps. 3D, c'est clair. Hein. Et là, du coup, ça demandait des tonnes de dessins. Du coup, ça a été moins peaufiné sur le plan fixe final qui dévoile le visage. D'accord. Mais clairement, Toriyama là-dessus, le dessin. Une telle impression quand tu vois ça. Ouais, tu regardes là. En plus, le fond est noir, il me semble. Donc, ça ressort complètement avec le personnage, tu vois. Je sais plus si le fond est noir, il me semble. Ouais, il me semble aussi de mémoire. Et... C'est très foncé. Et ce côté bien blanc, bien. Il y a le côté noir et blanc du manga qui fait ça aussi. Très contrasté. Moi, un manga, ça a plus d'impact en noir et blanc. Ah oui. J'aime bien les belles colos, quand t'as des belles colos de manga, bien sûr, ou les quelques pages en couleur, j'apprécie beaucoup. Mais je suis assez. J'aime beaucoup ce côté noir et blanc, qui est à la base une nécessité, mais je trouve que ça donne une touche esthétique comme pour un film. Je suis complètement d'accord. Et donc quand tu vois ce Frieza comme ça, tu te dis oh putain, on dirait l'ange de la mort ou un truc comme ça. Enfin, il fait peur. Là, il fait peur. Ça fait peur. Puisqu'on connaît maintenant vos moments préférés de l'arc Namek, je vous propose dans les commentaires de nous parler des vôtres, lesquels vous ont marqué, que ce soit dans l'animé, dans le manga. Quels sont vos moments phares, vos moments les plus... que ce soit les préférés, que ce soit ceux qui vous ont le plus impacté, ceux que vous aimez revoir. En tout cas, dites-nous tout ça, on sera curieux de vous lire et de vous répondre. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés, et puis portez-vous bien, et à une prochaine fois. Salut tout le monde. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Oui, restez Aussi. chez vous. Merci Pas sur Namek. À bientôt.